Alors Fabrice, t'es né le 11 septembre 86 à Bayonne. Tu mesures 1,98 pour 100 kilos. Beau bébé. C'est ton frère Xavier qui t'a permis de découvrir le tennis. T'aimes aussi le surf et le rugby. Tu viens pas du Pays Basque pour rien. T'as remporté ton Ouais. premier futur au Venezuela en 2008. T'en gagneras 4 autres en simple et 25 titres en double sur le circuit secondaire. Tu as également Mhm. gagné le Challenger de Recanati en Italie en 2011. En 2014, tu bats Benjamin Becker, 56e mondial, au qualif du Master 1000 du Canada. En 2015, tu te qualifies à ton premier tournoi sur le circuit principal en battant Choric 7-6 au troisième à Dubaï. Après une carrière en simple qui t'a mené à la 228e place mondiale en 2012, tu t'es consacré au double, qui te réussit plutôt bien en montant à la 22e place mondiale début 2020. Ton style de jeu, le service volé, ça tombe à merveille parce que la volée est ton coup fort. Tu as remporté 6 titres à ce jour, Chennai et Delrevic en 2016 avec l'Autrichien Oliver Marak, numéro 2 du double en 2018. Vous battez au passage les frères Brian à Delrevic en sauvant 6 balles de match. Puis tu as Mhm. gagné Doha en 2017, Marseille et Estoril en 2019 avec Jérémy Chardy. Et enfin, Adélaïde en Australie en début d'année 2020 associé à l'Argentin Massimo Gonzalez. Vous faites finale à Roland en 2019 avec Jim en battant des pairs très solides comme Kubot Melo, 5e joueur mondial, et les numéros 1 mondiaux, Cabal Farah. En vous Mhm. qualifiant pour la finale, Jim disait que tu l'aimais plus que ta femme. C'est dire. Tu as joué 21 fois en tableau final de Grand Chelem à ce jour. Tu as aussi fait quart en double mixte associé à l'américaine Raquel Atao en 2019 à l'US. Et en Mhm. fait, je vais remarquer que tu avais joué avec plein de filles différentes. Ouais. La chinoise Xu Ifan, la tchèque Renata Vorakova, la croate Darija Jurak à l'Open d'Australie, la kazakh Galina Vosboeva et Pauline Parmentier à Roland, l'ukrainienne Olga Savchuk et la roumaine Raluca Olaru à Wim, et la lettonne vainqueur de Roland en 2017, Yelena Ostapenko. Faudra que tu nous expliques d'où vient ce réservoir de nana. On aura le temps d'en parler. Ouais. J'avais cru voir sur ta fiche ATP que tu vivais à Bradenton en Floride. C'est plus trop le cas? Voilà, c'est ça, ouais. En fait, ma mère travaille à l'académie de Boëthiry, qui est IMG maintenant. Ouais. Et puis nous, on est arrivé là-bas en 2001. Donc, moi, je suis revenu. Enfin, je suis jamais vraiment revenu en France, mais j'ai j'ai commencé à avoir une base sur Nîmes de temps en temps quand il y avait des tournois en Europe. Ouais. Donc après j'ai rencontré ma copine qui est d'ici sur Montpellier. Donc du coup je passe un peu de temps entre les tournois sur Montpellier. Sinon je passe beaucoup de temps là-bas. Ouais, surtout la période d'hiver, novembre-décembre, là, quand il n'y a pas de tournoi, je vais m'entraîner là-bas. Tu Donc m'étonnes, il voilà. fait meilleur. Et ta maman, elle fait Ouais. quoi chez Bollitieri? Ma mère est elle est prof d'anglais en fait. Ah, d'accord. Ok. Elle a été 25 ans prof d'anglais en France et on est parti de France. Moi, j'avais 13 ans. On est parti d'abord en Colombie et pour le boulot de mon père cette fois-ci. Et après, on s'est retrouvé en Floride chez Boëthiry où ma mère a eu ce poste et moi, j'ai pu continuer à progresser dans le tennis. À Bollitieri, du coup. Ah, Boëthiry, ouais. Ah ouais, énorme. Et Mm, mm, mm. en Colombie, vous avez atterri où? À Bogota. Ok. Combien de À temps? Bogota. Moi, j'ai fait 2 ans là-bas avec ma mère et mon père est resté un peu plus, mais on est resté 2 ans, ouais. Donc, Et tu t'es entraîné un peu là-bas aussi? c'était un peu particulier parce que bon, j'avais pas, j'étais au lycée français, donc voilà, c'était des horaires pour, enfin, qui n'étaient pas adaptés pour continuer mon tennis à plein, enfin à plein pot quoi. Et du coup, il fait nuit assez tôt, donc je finissais l'école à 4 heures et à 6 heures il faisait nuit, donc j'essayais de faire trois séances par semaine. Donc j'avais pas mis le tennis de côté, mais voilà, je faisais avec ce que je pouvais, donc c'était pas top. Et bon, après l'été, je revenais en France et bon, voilà quoi. Tac. Pour reprendre la genèse de ton projet dans le tennis, a priori, tu as découvert ce sport grâce à ton frère. Tu peux nous rappeler les conditions et la manière dont tu as accroché particulièrement? Ouais, bon après, voilà, mon frère, il jouait comme, on a 6 ans de différence en fait. Donc moi, quand j'avais 5 ans,
Il y en avait 11, donc il faisait ça pour le mercredi, comme tous les gamins qui jouent au tennis pour s'amuser. Donc mes premières frappes de balle, c'était au club de Chiberta à Anglette. À Anglette. Et donc voilà, et lui, il allait là-bas le mercredi à l'école de tennis. Et un jour, j'y suis allé et voilà, ça, j'ai tout de suite accroché. Et depuis, j'ai pas lâché la raquette. Après, étant petit, j'ai fait tous les sports, hein. J'ai touché au judo, au rugby. J'en allais à la plage le week-end, donc j'ai touché un peu. Enfin, à l'époque, je faisais plus du moré, mais bon, plus j'ai grandi, plus j'ai essayé de me mettre au surf. Mais bon, j'adore le surf, mais je suis pas très très fort. Le moré, c'est Mais quoi? le moré, mais tu sais, c'est le bodyboard, quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ok. Le bodyboard pour les vrais, quoi. Voilà, ouais. Et voilà. Et du Ok. coup, ouais, donc mes premières frappes, c'était grâce à mon frère qui commençait le tennis à l'âge de 11 ans et moi j'avais 5 ans. Ok. Est-ce que tu peux nous situer ta progression de non classé à numéro, qu'on comprenne un peu les échelons par lesquels tu es passé? Ok, donc je crois que le premier classement, c'est quoi? C'est en sixième, c'est à 12 ans par là? Euh, Ça me dit rien. 11 ans? Tu Ouais, dois bref, pouvoir être bah, classé donc avant, je pense. je crois que mon premier classement a été 33. Après, à cette période-là, j'étais toujours dans le sud-ouest. Donc, enfin, voilà, je suis né à Bayonne et j'ai grandi à Bayonne jusqu'à mes 13 ans, mes 12 ans. Donc, voilà, j'étais rapidement dans les meilleurs, dans les 5 meilleurs de la région, en moins de 12 ans, je pense, jusqu'à Ouais, l'âge de moins de 12 ans. Donc, après, quand je suis rentré en sixième, il y a la ligue du CBBL qui avait un sport-études avec le collège Jean Rostand à Biarritz. Donc, ouais. on allait à l'école le matin et enfin jusqu'en début d'après-midi, je crois qu'à 2h30, on avait fini. Donc, c'était une classe où il y avait le tennis, le golf, le surf et des musiciens. Donc, c'était tennis, une classe adaptée enfin, voilà, les artistes, quoi. Donc, Ouais. c'était sympa à cet âge-là d'intégrer une structure comme ça tout en suivant le système scolaire, tu vois. Donc, c'était à côté de la maison, c'était à Bayonne, donc enfin, c'était à Biarritz et moi j'habitais Bayonne, donc tous les soirs j'étais à la maison, donc c'était super. Voilà, j'ai fait sixième, cinquième là-bas et donc je crois que quand je suis parti, j'étais 15-2, donc tu vois, j'avais pas, enfin, j'avais un bon classement, j'avais fait le championnat de France avec ma ligue à Blois, là, c'est pas Ouais. l'équipe. Donc 15-2 à quel voilà, âge? je crois, j'avais en cinquième, donc D'accord. je sais pas, tu dois avoir 12 ans, je crois, Ouais, ouais. 12-13 ans. T'étais déjà immense, tu Et servais des plombs ou tu faisais quoi? quand j'étais jeune, bizarrement, j'avais pas un très très bon service. D'accord. Et après, moi, j'étais assez puissant, vu que j'étais plus grand que tout le monde. Mais bon, j'ai jamais, j'étais bon, j'étais dans les meilleurs de ma région, mais après au niveau national, j'étais pas non plus dans les meilleurs, quoi. Enfin, j'étais loin d'être dans les meilleurs. Ok. Donc voilà. Donc après, on est parti en Colombie. Donc je revenais en France l'été. Donc là, j'avais un peu mis le tennis de côté. Enfin, disons que j'ai pas pu progresser comme je pense j'aurais pu à cause de voilà de la situation aussi. La première année, quand on est arrivé, on savait pas trop à quoi s'attendre. C'était un peu tendu à cette période-là aussi en Colombie. Donc bon, on faisait pas les malins à prendre un taxi, aller, on va jouer au tennis dans un club. Enfin voilà, on faisait un peu gaffe au début, comme quand tu arrives dans un nouveau pays un peu chaud. C'est en altitude en plus, Bogota. Ouais, c'est ça. Donc aussi les sensations de tennis étaient complètement différentes. C'était pas du Ouais. tout. Là, je m'en suis rendu compte quand je suis reparti faire l'ATP de Bogota il y a quelques années et bon, je comprenais mieux pourquoi j'avais du mal à jouer au tennis aussi en Colombie, quoi. Ouais. Jouer en altitude, c'est un autre sport, hein. Et donc voilà, du coup, j'ai fait 2 ans là-bas et après je suis parti à l'Académie Boëthiry à l'âge de 13-14 ans Ouais. et j'ai fini ma progression là-bas jusqu'à mes 19 ans. Donc D'accord. voilà,
j'ai fait le circuit junior où je crois que je suis arrivé à la 110e place mondiale, où voilà, j'ai essayé d'en jouer un petit peu. J'ai fait les qualifs de Grand Chelem, j'ai fait les doubles aussi en junior. Voilà, j'avais pas un niveau ouf junior, mais bon voilà, j'ai m'accroché et c'était mon objectif d'être professionnel même en junior, tu vois. Donc, tu as totalement lâché le classement français au départ de la France, quoi. Ouais, non, après l'été, je revenais, mais en même temps, je revenais voir la famille et mais non, j'avais pas mes parents, ils voulaient profiter aussi de l'été et pas faire les allers-retours, tu sais, enfin, à faire des tournois. Donc non, Ouais. j'avais pas le classement français. Je faisais voilà, les tournois que je faisais, c'était en Floride, les trucs un peu nationaux des Américains ou les trucs régionaux. Et après le circuit junior, quoi. Donc voilà. Tac. Après il y avait beaucoup de futurs aussi en Floride. Donc dès l'âge de 16 ans, j'ai commencé à faire quelques qualifs, une par-ci par-là de futurs en Floride. Ouais. C'était les qualifs à l'époque de 128 joueurs, donc c'était la jungle un peu. C'est mes premiers souvenirs du circuit, quoi, principal. J'ai fait un épisode avec Régis Brunet, qui était agent IMG à la belle époque, et Ouais, qui a fait partir Polo Mathieu chez Bollettieri, qui me disait que ouais. ça coûtait un œil. À l'époque, ça coûtait entre 50 et 60 000 euros annuels. Ouais, Euh, ouais, non, c'est. c'est Après, quoi voilà, moi, c'est ce qui a été super pour moi, c'est que ma mère bossait là-bas, donc du coup, j'utilisais les structures et étant fils D'accord. enfin, voilà, d'un employé au début. Voilà, on payait, mais enfin, c'était voilà comme ça avait rien à voir avec les prix Ok. qui étaient, C'était un contrat participatif. ouais, voilà, c'était très raisonnable. Et après, j'ai quand même vite commencé à voyager à l'âge de 16 ans sur les tournois et tout ça. Donc, à partir du moment où là-bas, tu commences à être sur le circuit, ils sont très cool. Et si t'es potentiellement, tu vois, ils se servent un peu de toi aussi pour pouvoir jouer avec leurs joueurs, faire Ouais. un peu la promo aussi de l'académie. Donc, bon, c'était pas le cas quand j'étais junior, mais je veux dire que vu que t'es jamais là et tu commences à faire des voyages et que tu es motivé à être pro, voilà, ils font pas, enfin, voilà, ils sont assez cool sur les joueurs professionnels, quoi. Et Nick, t'en as pensé quoi en arrivant? Ben Nick, nous, moi quand j'étais là-bas, voilà, ils s'occupaient soit des meilleurs, voilà, des joueurs pros qui étaient actuellement C'était ben, qui les stars sur le quand t'es circuit. arrivé? Moi, quand je suis arrivé, ben c'était donc tu avais Sharapova, tu avais Malice, tu avais Tomias, tu avais Max Mirny, il y avait quelques joueurs de double à l'époque, je me souviens, c'était Martin Dam et Cyril Suc qui faisaient la paire. Après, tu avais beaucoup de joueurs aussi de futurs qui venaient s'entraîner entre les tournois. Donc, ouais, disons que nous, en tant que juniors on travaillait tous sur la progression de notre jeu, c'était intéressant de voir ça et aussi ils nous faisaient taper avec eux. Donc, ils nous envoyaient souvent à deux sur un terrain avec un pro et voilà, on profitait aussi d'être avec un gars de ce niveau et voir ce que ça donnait. Donc, c'était une super expérience aussi à cet âge-là de toucher au haut niveau, quoi. C'est bon ça. En junior, Mm. c'était quoi ton meilleur souvenir? Bah, au junior, déjà, j'avais fait les doubles avec Jérémy. Déjà, on avait fait Wimbledon Ah, vous et étiez on déjà avait. potes. Ok. Ouais, bah, Jérémy, on se connaît. Bah, tu sais, il a CBBL aussi. On se connaît depuis tout petit, depuis 9 ans, D'accord. quoi. Depuis les rassemblements de ligue et tout ça. Donc, Ah ouais, génial. on avait déjà fait. Bah, c'était Beaulieu et Istres, là, les tournois juniors. On avait fait quelques juniors. Déjà, quand on s'était retrouvés sur le circuit, on en recommençait. Enfin, on commençait déjà à jouer en double. Ok. Donc, non, après, c'était marrant, j'avais fait. Donc, moi, vu que j'étais en Floride, les tournois que je faisais, c'était soit aux États-Unis, soit au Mexique, ou tu vois, dans la région, quoi. Ouais. Donc, je me souviens d'un tournoi junior au Mexique, le grade 1, là, en fin d'année, au grade A, je sais plus. Et donc, moi, j'étais rentré limite, j'étais en meilleur classement, j'étais 120, un truc comme ça. Et j'étais rentré tableau et donc là le tirage sort et
on avait aucune idée de qui étaient enfin à l'époque qui étaient les numéro 1 ou numéro 2 mondiaux, enfin s'ils allaient venir au tournoi ou pas. Et je me retrouve au premier tour contre Marcos Baghdatis, Ouais. qui avait un classement meilleur ATP que mon classement ITF, et alors il était de 85, lui, c'était sa dernière année junior, et moi ma première, enfin ma première. Donc je me retrouve à jouer avec un mec, je crois qu'il était déjà top 100 à 18 ans, il était déjà top 100, et moi j'étais, donc là voilà, c'était assez marrant de voir que lui fasse un junior, et moi j'étais déjà enfin qu'il avait déjà un meilleur classement de ATP que moi, quoi. T'avais fait quoi? Enfin, j'avais quoi? J'avais pris, je sais pas, 2 et 1 ou 3 et 1. Enfin voilà, Merci j'étais fait Marcos. découper, ouais. Et donc vous faites finale à Wim avec Jim en junior? Non, Ah on avait pardon. fait le double. On avait perdu au premier tour, mais D'accord. on avait déjà commencé à, on avait fait les tournois avant Roland sur terre en double, Istres et Beaulieu, et après on avait fait Wimbledon ensemble. Ok, Après, d'accord. moi, j'avais pas un très bon classement en junior, donc on rentrait pas sur les. Là, je sais plus, on était rentré à Wimbledon. Ouais. Parce que Jérémy, je crois, qu'il était déjà dans les 10 meilleurs juniors, donc c'était sûrement pour ça qu'on avait pu rentrer. Ton tout premier point ATP, tu t'en souviens? Tu peux nous le raconter? Mon tout premier voie ATP, ouais, j'étais au Mexique. C'était peut-être mon 3 4e futur à l'étranger que je faisais. Et je joue, donc je me qualifie, et là je joue, à l'époque, t'attendais qu'une chose, c'était de jouer une wildcard mexicaine. Et là je joue la fameuse wildcard mexicaine, Le Graal, le fils du le, président de ouais, voilà, le match que tu ne peux pas perdre, mais que tu vas quand même t'imaginer que tu peux le perdre parce que c'est ton premier point ATP et qu'il faut absolument que tu le prennes, parce que voilà, à l'époque, je sais pas pourquoi on se mettait dans nos têtes que le premier point ATP c'était le plus dur. Et donc ouais, j'ai gagné facile, je crois que j'ai gagné 6-3 ou 6-4, 6-1, un truc comme ça, mais je me souviens que les premiers jeux étaient très très compliqués. Alors que j'avais joué très bien dans les qualifs, mais là le fait que voilà, je savais que j'allais sûrement l'avoir, j'étais un peu tendu au début. C'est bon ça. Euh, Ouais. comment tu as vécu la traversée un peu de la jungle des futurs pendant le temps où tu y étais? Alors moi, je suis resté un bon paquet de temps quand même dans les futurs, même si voilà, j'aimais bien faire. J'ai quand même tenté beaucoup en challenger, même avec un classement pas terrible. J'ai je tentais beaucoup sur les challengers à essayer de faire des coups, parce que je sais pas, déjà je me sentais plus à l'aise à battre des gars qui étaient plus forts que moi que de battre des mecs qui étaient de mon niveau ou des mecs que je devais battre. Je sais pas si c'était, il y a beaucoup, enfin, voilà, il y a le mental aussi, il y a aussi les conditions de jeu. En futur, les changements de balles sont plus, je crois que c'est 11 et 13, alors qu'en ATP, c'est 7 et 9 ou un truc comme ça. Enfin bon, voilà, les conditions de challenger me plaisaient, et je sentais que je pouvais faire quelque chose plus rapide. Enfin voilà, j'avais déjà gagné quelques futurs, mais j'arrivais du mal à être constant sur les futurs. Ok. Donc je tentais beaucoup en challenger, et voilà, voilà, c'était, je crois que c'était voilà, l'été 2012 ou 2011. Je crois que je perds en quart de finale dans un futur en Irlande. Je perds un double avec balle de match avec mon pote Julien Maes, et on était fous, et c'était le vendredi, je crois. Oh non, le jeudi soir, on perd. Et là, il y a les qualifs de Recanati qui commencent voilà, il faut y être le vendredi soir. Et là, sur le moment, je voulais même plus entendre parler du tennis. Et voilà, lui, il m'entraînait déjà à l'époque un petit peu. Il m'a Ouais. dit, non, mais vas-y, maintenant, voilà, t'as un vol, je sais pas, on avait regardé, t'as un vol qui peut te faire arriver là-bas rapidement, par demain. Et voilà, je fais les qualifs, tu
fera le double, vas-y quoi, enfin enchaîne sur un truc parce que là on était fou d'avoir perdu. Moi j'avais perdu la même journée en simple. Et voilà, me voilà arrivé là-bas et c'est la semaine un peu qui a changé un peu mon classement dans ma carrière de simple. Au lieu d'être entre 300 400, je suis passé dans le top 200, enfin 200, dans le top 300 quoi. Il y avait quand même pas mal de points. J'ai souvenir de la 350e place à la 250e, donc ça m'a fait le petit tremplin qui m'a fait rentrer dans les challengers pendant un bon moment et aussi voilà enfin faire cette fameuse qualif de Grand Chelem que voilà quand tu joues sur ce circuit, c'est ton premier objectif, c'est de faire les qualifs de Grand Chelem. Ouais. Donc voilà, l'année d'après, j'étais parti en Australie faire les qualifs. Donc ça, Yes. Déjà, avant d'arriver là, comme tu étais aux US, il y a beaucoup de joueurs qui font des matchs par équipe en Europe pour gagner de l'argent et financer le circuit. Toi, tu faisais comment? Mais moi, je faisais ça. Ah, tu retournais quand même en Europe. Ouais, voilà, dès que j'ai eu 20 ans, chaque été, je revenais sur Nîmes faire, enfin chaque été, au mois de mai, je revenais sur Nîmes et je faisais des matchs par équipe. Après, j'ai beaucoup joué en Allemagne aussi. Ouais. Donc c'était une somme qui, voilà, je savais que en faisant les matchs par équipe en France plus l'Allemagne, déjà ça me garantissait une bonne partie de mes voyages pour aller faire mes tournois. Et voilà, après j'ai bien accroché avec l'académie des Hauts de Nîmes, vu que j'ai joué pour eux en équipe. Eux D'accord. m'ont beaucoup aidé avec la possibilité de partir avec un entraîneur et aussi la région du Languedoc, vu que j'étais licencié là, qui m'a beaucoup aidé aussi financièrement et aussi avec une wildcard à Montpellier quand l'ATP a commencé en 2010, je crois. Ouais. Donc j'avais la wildcard ou parfois j'étais rentré de moi-même, mais j'avais eu le double aussi plusieurs fois. Donc sur ça, j'ai bien été aidé, en tout cas par la région avec ce tournoi et aussi financièrement pour faire mon année. Tu jouais avec des gars connus en Allemagne? En Allemagne, non. En Allemagne, on était quand même en deuxième division. C'était des Allemands maintenant qui jouent, c'est Flock, Alexander Flock. Enfin, c'est des Allemands qui ont été 400, 500 max. Bac. Mais voilà, qui arrivaient toujours à se maintenir en Division 2. C'était leur objectif de se maintenir. Donc un peu comme Yes. dans un club français où tu as pas mal de joueurs Ouais. français qui sont moins 15, moins 30, qui arrivent à se maintenir à chaque fois dans une bonne division, quoi. Après, tu disais tout à l'heure que tu es resté longtemps dans le bassin des futurs, mais tu as gagné Ouais. 25 tournois en double. Ouais. Ça veut dire que, en fait, tu gagnais hyper souvent en double. Pour la confiance, ça devait être vachement bon pour toi, même si en simple, c'était un peu compliqué. Ouais, bah après, voilà, moi j'ai toujours joué les deux tableaux à fond. C'est quelque chose qu'en France, déjà, il y a pas beaucoup de joueurs qui le faisaient, en tout cas des Français. Ouais. C'est quelque chose voilà, sur les joueurs s'inscrivaient pour faire le premier tour et qui arrêtaient s'ils étaient plus en course en simple ou moi, je le voyais plus comme une façon de progresser pour mon service volé aussi, qui était mon jeu en simple. Et aussi, voilà, je me disais, ben, si je vais au bout, voilà, il y a quand même, je sais pas, 500 euros à gagner, ben, ça me paye et la bouffe. Et si je suis avec un entraîneur, ben, je peux payer en tout cas sa partie. Et aussi, je peux continuer à m'entraîner sur le tournoi. Et aussi, comme tu dis, ça me donnait de la confiance vu que c'était quand même assez proche de mon jeu de simple. Ouais. Et puis aussi, j'adorais ça aussi, jouer avec un gars et avec un pote. Souvent, je me mettais et d'aller au bout. Tu partages forcément voilà, j'ai mes meilleurs souvenirs. Bon voilà, maintenant j'ai d'autres souvenirs parce que voilà, c'est le circuit principal, mais j'ai de très bons souvenirs sur les futurs. T'as une anecdote ou deux en tête? Bah, ouais, après, j'étais parti à l'époque, je me souviens, c'était la dernière année où il y avait des satellites et j'étais parti faire un satellite au Venezuela. Donc là,
j'ai de bonnes anecdotes. Après, je sais pas si c'est. Tu peux imaginer un groupe de Français, enfin, de joueurs de futur au Venezuela pendant 4 semaines. Voilà, tous plus ou moins étrangers, avec donc voilà, avec 3 semaines à Valencia et le Masters à l'époque c'était ça à Caracas. Donc ouais, non, il y a quelques bonnes soirées, bonne bouffe, bon match, bonne anecdote aussi en double parce qu'on avait gagné le satellite en double. Donc c'était une superbe expérience. Voilà, quand tu as 19 ans et tu pars dans un pays comme ça, Avec qui t'as gagné? c'est J'ai joué avec David Navarrete, un Vénézuélien. Ouais. Bah, sachant que quand j'étais là à cette période-là, j'étais avec un groupe. Je m'entraînais avec Tariq Benamines à Miami. Donc Ouais. c'était un sponsor, un mec des Bahamas qui sponsorisait. D'ailleurs, il y avait Stakowski, Sergei qui était dans ce groupe. Il y avait deux Ouais. Vénézuéliens là, Navarrete et Luigi qui étaient dans le top 20 junior, je crois, à l'époque. Et il y avait Michael Lammer, le Suisse. Il y avait Roger Tecao, Oria Tecao, le Roumain, qui joue encore en simple. Et il y avait, voilà, il y avait Karlovic aussi qui était dans ce groupe, mais qui lui était déjà sur le cirque principal, qui voyageait avec Tariq. Donc D'accord. là, j'étais parti avec un coach français et 2 joueurs du groupe étaient partis là-bas. Donc c'était de très très bons souvenirs. Et voilà. Énorme. Est-ce que tu te souviens de ta pire galère sur le circuit secondaire? Là quoi, pardon? Pire galère sur ce circuit secondaire, que ce soit des surfaces douteuses, un trajet interminable ou un truc vraiment ubuesque? Euh, Moi, j'ai pas mal joué en Amérique du Sud, donc ouais, j'ai eu quelques trajets avec des taxis où c'était. Enfin, moi, j'avais habitude parce que j'avais vécu en Colombie et je parlais espagnol. Mais bon, quand tu prends un taxi avec un Américain ou un gars, un blond dans un pays comme ça qui met sa chaîne et qui a sa montre au poignet, J'ai tu te saigné. dis bon, ouais. Donc ouais, j'ai quelques fois où, enfin, j'ai eu quelques frayeurs, ouais, de temps, enfin, surtout une fois au Mexique où j'étais avec un Américain et là on s'était fait, on était parti boire un verre et à la sortie du bar il nous avait arrêtés et on était, voilà, on sort du bar, on rentre dans un taxi, on fait même pas 100 mètres et donc il nous arrête, il nous demande de sortir du taxi. Et mon pote qui était américain, il le plaque par terre au sol. On comprend pas ce qui se passe. Lui, il parlait pas espagnol. Moi, je lui demandais mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a fait? On n'a rien fait. Donc là, il demande nos papiers. Le taxi, moi, il a vu que je parlais espagnol, me fait comprendre qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est que de la thune. Ouais. Et ça, c'est la police, hein. Oh. C'est la police mexicaine. Donc, on se fait escorter jusqu'à notre hôtel. Et nous, moi, je savais très bien que j'avais pas de liquide sur moi à l'hôtel. Donc, pour moi, pour moi, c'était, voilà, je rentre à l'hôtel et je m'enferme dans ma chambre et voilà, il va rien m'arriver, tu vois. Ouais. Donc, on arrive à l'hôtel, moi dans le taxi, mon pote avec les flics. Enfin, c'est une histoire de très, très bizarre, tu vois. On arrive à l'hôtel, je monte dans la chambre et je demande à ce que mon pote vienne avec moi pour lui aussi. Moi, j'avais pas eu de communication vraiment sur ça avec la police, mais c'était le taxi qui faisait l'intermédiaire, qui bossait sûrement avec eux, je sais pas. Ouais. Donc, pendant 10 minutes, je dis moi je monte pas dans ma chambre tant que mon pote il vient pas. Et du coup, ils l'ont laissé venir pour qu'on aille chercher du fric, mais que je savais qu'on n'avait pas. Et du coup, j'ai souvenir que j'avais passé toute la nuit à fermer ma porte de chambre d'hôtel avec un bureau derrière, à dire à la réception que voilà, que il s'est passé un truc de. Enfin, c'est dur d'expliquer. Enfin, pour moi, tu sais, quand tu viens d'un pays comme les États-Unis ou la France, où quand même tu respectes la police, Ouais. là, d'appeler la réception
dois de l'argent à la police, le laisser pas rentrer ou un truc comme ça, c'est compliqué à expliquer, tu vois. Ouais. Mais après, voilà, j'avais appelé à la réception et dit qu'ils laissent rentrer personne dans nos chambres et on était restés les deux dans la chambre à attendre. La première heure a été compliquée, Putain. mais finalement ils étaient jamais venus et ils étaient partis. Ils nous avaient laissé regarder par la fenêtre et puis au bout d'une heure ils étaient partis. Donc on savait pas s'ils étaient partis pour chercher du monde ou s'ils étaient cassés, mais bon, on savait que c'était Chaud. pas très légal ce qu'ils faisaient, donc voilà, ils n'allaient pas non plus nous, nous rentrer dans nos voilà quoi. En Petite arrivant, anecdote. en arrivant assez jeune aux US, tu penses que t'as été influencé, enfin, t'as chopé un peu l'état d'esprit à l'américaine, je sais pas, une force mentale peut-être un peu différente de ce qu'on a en France? Ouais, ouais, dans Boëtieri à l'époque, à la fin, les années où j'étais arrivé, donc comme tu disais, c'était très cher, mais il y avait les joueurs qui payaient cette somme-là, ils étaient souvent pas très bons, donc c'était pas vraiment le groupe où nous on était, tu vois. C'était le groupe dont moi j'étais, c'était quand même tous des joueurs qui avaient plus ou moins des deals avec l'académie pour payer moins cher pour pouvoir rentrer dans le système, voilà, pour devenir pro. Ouais, Donc tous les joueurs qui étaient là, ils savaient qu'ils avaient plus ou moins une chance de pouvoir de progresser dans cette académie et voilà, c'était ces années-là, c'était quand même assez renommé, surtout aux États-Unis. ouais, Donc, donc tout le monde avait faim tous les jours à l'entraînement. On faisait des matchs, donc c'était limite un tournoi tous les jours. Donc c'était top, je trouvais, parce que j'ai tout de suite touché à la compétition, même à l'entraînement. Voilà, parce que si tu progressais pas, tu vois, on avait peur c'était pas le fait d'être pris ou pas pris, parce que, mais bon, d'avoir les avantages qu'on avait étant par rapport aux joueurs qui payaient les sommes que t'as dit tout à l'heure, tu vois. ouais, ouais. Donc il y a ça, et après l'entraînement était très dur, hein. Il faisait très chaud, la Floride, je sais pas si tu connais, mais voilà, c'est très humide, donc j'ai fini beaucoup de fois, même 2 fois à l'hôpital pour des crampes. Donc ouais, j'ai des souvenirs où le physique, surtout, c'était la charge physique était très lourde, je crois, à cet âge-là. Mais au final, ce qui fait un peu ma force aujourd'hui, c'est d'avoir, voilà, d'avoir continué à y croire et d'avoir continué à bosser, avoir cette mentalité américaine, voilà, où peu importe un peu ton jeu, tu es positif et tu vas y arriver et voilà, tu vois un peu la mentalité que les Américains peuvent avoir. Donc ça, je trouve que je l'ai un peu pris dans ma façon de travailler. Ouais, je suis quand même assez rigoureux sur le physique et voilà, j'aime savoir que je suis en forme avant d'arriver sur un tournoi. Donc ça, c'est pas très français. C'est là quand je suis rentré sur Nîmes, j'ai physiquement, j'ai vite vu que dans les académies, c'était moins la priorité que par rapport aux États-Unis, tu vois. D'accord. Donc voilà, ce serait un peu la différence que j'ai revu rapidement quand je suis arrivé ici. Ok. Pour revenir au circuit, tout à l'heure, tu disais que tu commençais à toucher du doigt les qualifs de Grand Chelem. Est-ce que tu peux nous raconter du coup comment ça s'est passé, comment tu les as vécus? Mais je t'avoue que donc j'étais super content. Je me revois encore quand le cut est sorti pour l'Open Australie où j'étais. J'étais comme un fou. J'avais pas dormi de la nuit. Et ça y est, je suis enfin. Je vais aller en Australie. Enfin Là, voilà, j'étais là, comme un fou. on est en quelle année là? Donc ça, je pense, c'est l'Australie. C'est 2012, je pense. Ok. Ouais. Et donc voilà. Donc le cut sort. Et je me retrouve en qualif de Melbourne. Donc, j'étais parti m'entraîner l'hiver en Floride et donc du coup, je suis parti directement de là-bas et puis ouais, bah finalement, j'étais un peu déçu de voilà, je m'attendais
un truc. Enfin voilà, j'adore Melbourne, j'adore le tournoi, mais voilà, tu vois, tu te retrouves sur le cours 25 en Australie. Il y avait du vent, il y avait plus un peu ce jour-là. Allez, s'il y avait 15 personnes qui regardaient le match, c'était énorme, tu vois. Donc, tu vois, sur ça, j'étais un peu déçu. Je me dis, putain, mais c'est ça, jouer avec Kevin Grand Chelem. Voilà. Après, j'avais joué Berankis, tu vois, donc c'était quand même une tête de série qui avait d'ailleurs bien joué cette année-là, je crois. Il a fait un bon truc. Mais bon, sur le match, c'était, tu sais, je sais pas si tu as déjà été à Melbourne, mais donc c'était un jour avec du vent. Là, il y a eu de la pluie, il a fait froid, après il a fait chaud. Enfin, c'était un jour assez typique de Melbourne. Ouais. Mais j'avais perdu 3-3 et voilà, en 1 heure et quart, c'était fini, quoi. Mais bon, j'avais aucune, voilà, je m'attendais à, déjà, j'étais un peu déçu de mon match. Après, j'étais déçu un peu tu vois, j'avais une autre image, tu vois, parce que les seuls qualifs vraiment que j'avais vus, c'était Roland Garros. Et même en qualif, tu vois, en Roland Garros, t'as quand même un peu de monde, Ouais. alors que à Melbourne, c'est assez espacé, donc voilà. Enfin, en termes d'ambiance, c'était pas du tout ce que j'attends. Enfin, je m'attendais pas non plus à un stade rempli, mais voilà, là c'était vraiment si je joue un tournoi français, il y aura plus de monde que là. Donc T'en as, voilà, t'as, c'était t'as fait d'autres qualifs, du coup? ouais, j'ai fait Roland Ouais. et Roland, j'avais perdu sur l'Allemand, le gaucher là, Berrer, ouais. Berrer, Michel Berrer. Yes. Et bon, là, j'ai fait 3 et 5. Donc, voilà, j'ai pas gagné de match en qualif en simple, dans Ouais. les grands chelems. Ouais. Et je suis allé 2 fois à Wimbledon, mais 2 fois, j'étais resté, une fois, je crois que je suis resté 2 dehors et l'autre fois 6 ou 5 dehors. Donc, j'ai loupé le cut de peu, sur les 2 années où j'y suis allé. D'accord. J'étais allé quand même pour, voilà, parce que, jouer Wimbledon pour moi avec mon jeu, c'est ce que m'aurait fait le plus kiffer. Mais malheureusement, j'ai pas pu. Après, aux States, je crois qu'à cette période-là, je crois que je venais de perdre mes points de Recanati, donc j'avais plus le classement ou il y avait un truc comme ça, j'avais pas pu rentrer à l'US Open. Ok. À quel moment vraiment tu choisis de couper le simple pour vraiment pour te consacrer intégralement au double? Ben là, il y a 5 ans maintenant, donc j'étais encore 300-400 simples Ouais. et je jouais les challengers et je m'étais associé avec un joueur de double australien, Jordan Kerr, qui a été dans le top 30 du double, qui revenait de blessure, qui revenait d'une période difficile et que je connaissais des tournois. Et qui me dit, voilà, c'est ce que ça te dit. Moi, je te suis sur les challengers que tu fais en simple. Et on fait le double ensemble à fond. Et moi, j'étais déjà, je crois, dans le top 150. Donc, bon, j'avais des classements pour entrer dans les challengers. Donc je lui ai dit OK, donc il m'a suivi, on est parti en Chine, on a fait quelques tournois en France et on n'a pas super bien joué, mais voilà, on a grappillé quelques points par-ci par-là. Lui a arrêté et cette vie de double et de jouer avec un mec de double, ça m'a plu. Donc Ouais. j'ai ensuite joué avec un bon pote à moi, un Indien qui s'appelle Purav Raja, qui est dans le top 100 aussi des doubles. Yes. Et c'est avec lui que voilà que je suis monté dans le top 100 et que j'ai pu faire mon premier grand chelem avec mon classement à Wimbledon avec lui. On a fait Wimbledon ensemble. Et, Après, j'avais eu déjà une wildcard ou deux à Roland avec Esric et Hugo Nice. Voilà. avant ça, est-ce que tu avais failli arrêter le tennis, par exemple, en simple, ou t'en avais marre, je sais pas. Non, parce que comme tu as dit tout à l'heure, sur le circuit des futurs, je jouais le double à fond tout le temps, donc j'avais tout le temps ça dans ma tête, ou même les proches autour de moi, mes parents, et enfin mon père et mes coachs
enfin pas mes coachs, mais je veux dire que, enfin si de temps en temps on en parlait, j'ai dit, de toute façon, voilà, on se donne à fond en simple. Quand on voit que ça a plus, voilà, que tu as atteint ton maximum, ben, tu pourras toujours basculer sur le double. Ouais, Après, j'ai jamais pris la décision de partir complètement en double. Ça s'est fait plus ou moins naturellement. Ben, j'ai commencé à d'accord. perdre mon classement de simple Ouais, et je gagnais et je jouais bien sur le circuit Challenger en double, donc j'arrivais plus à faire les qualifs. À la fin, je me disais voilà, je fais que des challengers, je fais le double à fond et le simple à fond. Sur la fin, j'étais quand même beaucoup en qualif de simple, ouais, surtout l'hiver où les challengers sont assez forts en Europe. Donc du coup, je faisais les qualifs et je jouais bien, je jouais bien en double. J'allais souvent au bout, donc je pouvais plus aller la semaine d'après, quoi. Faire les qualifs du simple. Donc ça s'est fait un peu comme ça. Donc voilà, j'ai toujours continué les premières années à signer en qualif si j'y étais en avance au tournoi pour faire les qualifs, mais sinon j'ai fait que j'ai commencé à faire que des tournois que pour le double en fait. Donc t'as voilà. ressenti une fierté particulière quand t'as passé la barre des 100 en Ouais, double? j'étais content. Ouais, bah après, voilà, quand t'es petit, ton rêve c'est d'être top 100 en simple. J'étais quand même déçu de pas l'avoir accompli en simple et d'arrêter de voir que mon projet de simple s'arrêtait. Mais voilà, moi c'était le classement du top 100 en Doom, c'était bon voilà, c'était sympa. Mais après, ce qui était sympa que je commençais à voir, c'est que j'allais pouvoir commencer à rentrer dans les gros tournois en double, quoi. Ouais, Donc ça, tu vois, à commencer à rentrer dans les premiers 250. En plus, le premier 250 dans lequel je suis rentré, c'était à Zagreb et on a fait finale, mais justement avec Raja. Donc tu vois, quand on fait toute l'année les challengers et pour une fois on rentre en Grand Chelem, en ATP 250 et on fait finale, c'était énorme. Donc là, derrière, on s'est dit, bah, on va faire ça toutes les semaines. Bon, après, c'était pas la réalité, mais tu vois, on va dire, c'est facile en fait. Et donc on s'est, voilà, petit à petit, ça s'est fait naturellement. J'ai lâché le simple et ouais. même si mais j'ai eu de bons résultats en simple une fois que j'avais arrêté mon projet de simple. Tu vois, en signant comme ça de temps en temps, j'avais fait quelques bonnes victoires. Ouais. Juste, Tu jouais beaucoup plus relâché, non? ouais, voilà, il y avait ça. Et ils savaient que aussi que je faisais que le double, donc eux se mettaient un peu de pression. Je dis, Ouais. mais voilà, donc c'est toujours particulier quand tu joues contre un gars qui fait que du double. Il sait que enfin, ton adversaire sait que t'en as plus ou moins rien à faire et que voilà, même si en ATP maintenant t'as quand même de la thune, donc tu joues quand même pour de la thune, mais bon, ton objectif ça reste le double, donc tu veux arriver bien en forme pour le lundi où le tableau commence du double. Ouais. Tout à l'heure, tu disais un titre en futur, c'est 1 000 € pour la paire, c'est ça, en double? Après, dans les 10 000, je pense que c'est moins. Je crois que les souvenirs où j'avais des chèques, tu vois, j'avais gagné, était même pas à 300 euros. Je crois que dans Oh, les 10 000, c'est pas grand chose. Ouais. ah, Après, là où ça commence à être intéressant, les 15 000 plus H, je crois que c'est un peu plus, ouais. Enfin, les 15 000, ouais, c'était peut-être 500 pour gagner, tu vois. d'accord. Non, ouais, non, c'était pas énorme, mais bon, tu vois, que je fasse ça ou que j'aille faire un tournoi d'argent à côté pour gagner la même somme, autant que je joue sur le circuit et que j'améliore mon classement de double, tu vois. Un tournoi Donc, d'argent, c'est quoi? C'est un CNGT? ouais, ou même dans moi, avant de faire les CNGT, je faisais aussi, bah, tu vois, tu peux faire le tournoi du Gros du Roi, de la Grande Motte, de Bayonne, Biarritz, où tu as quand même 600, 700 euros, Ouais, enfin, ou 500 euros à gagner. Donc, voilà, si tu fais ça de temps en temps, c'est pas mal aussi. Enfin, quand t'es à ce niveau-là et que tu as besoin d'argent, tu fais 3 matchs et tu as 500 euros, bon, ça se prend, quoi. ouais, bien sûr. Donc, moi, je pouvais le faire en gagnant le double, donc je préférais faire ça, tu vois. Entre ta victoire à Chennai et la victoire contre les frères Bryan à Delray Beach en sauvant 6 balles de match, c'est quoi émotionnellement le plus fort?
Ouais, non, les frères Bryan, c'était un match de fou. Bah, là, j'ai souvenir que du Super Tie-Break où on est mené 9-5 là, et Ouais. j'ai souvenir d'une volée haute enfin que Bob loupe, je crois. Et là, on se regarde et dit putain, et cette volée était facile, et il a mouillé ou quoi, c'était bizarre. Je me souviens, on déconne un peu sur ce point en se disant mais ouais, c'était bizarre quoi. Vas-y, on a peut-être une chance. Derrière, moi, je retourne à 9-6. Non, ouais, ou à 9-5. Ouais, je sais plus, bref. Et là, voilà, il finit une petite deuxième. Donc, on se dit, putain, mais c'est bizarre, ils étaient super confiants tout au long du Super Tie-Break. Et là, ouais, il mouille. Stand. Et donc, il y a deux, trois points de malade, la public se met dedans, ou tu sais, ils finissent le point par, oh, tu vois, genre, ils ont pas gagné encore. Tu vois, le public les encourage, ils n'y arrivent pas, et on se retrouve à revenir à 9-8, et là, on gagne un énorme point, et donc là, on dit, bah, là, on est dedans, quoi, on va gagner. On les lâche Là, plus, là. ouais, là, ils veulent plus gagner, et voilà, maintenant, c'est à nous donc, on perd le point de 9 partout, ils ont encore une balle de match. Ouais. Et derrière, je crois que j'ai la vidéo de la balle de match. On a une balle de match, je l'ai sur Facebook ou sur ma page, elle est monstrueuse. C'est un long échange avec des volées, des lobes, les deux au fond. Enfin, un super point. Et là, ouais, de battre les Américains, les frères Bryan aux États-Unis, c'était top. Enfin, pour nous, c'était. Je crois que Marak, lui, ça faisait un moment déjà qu'il était en double. Ouais. Il m'a dit, j'ai jamais battu les frères Bryan, donc voilà. Il m'avait dit deux trois conseils, mais il m'a dit voilà, je les ai jamais battus. Et finalement, on les avait battus et on les avait rebattus après aussi à Stuttgart sur gazon. Donc ils aimaient pas trop nous jouer, ouais. Et je crois que enfin, j'ai un bon ratio contre eux. J'ai quand même, j'ai pas été mauvais contre eux. Je les ai battus plusieurs fois. C'est énorme quand même. Se lancer Donc, sur le double et ouais, battre Marianne. ouais, ben après, c'est ce qui était cool en double, c'est que j'avais pas cette barrière, un peu mentale que j'avais en simple, ou, tu vois, là, je me suis dit rapidement quand je me suis lancé en double que, que je pouvais être numéro mondial parce que je les avais battus déjà plusieurs fois dans l'année. Et, Ouais. même les années d'après, j'avais souvent battu les numéros 1 mondial d'actualité. Donc, je me dis que c'était possible. Mais là, encore maintenant, je me dis, mon objectif, c'est d'être numéro 1 mondial. Voilà, si je sens que si, par exemple, avec Jérémy, on s'y met à fond et on essaie de faire vraiment un calendrier et qu'on a les classements et qu'on peut faire tous les tournois ensemble, on peut y arriver. Donc, c'est pas facile parce qu'ils jouent le simple, mais on se le dit tout le temps que voilà, là l'année dernière on a été remplaçant au Master, ça nous a super motivé pour cette année. Bon, cette année il a eu un gamin, donc on n'a pas commencé l'année ensemble. Mais là, à la reprise, on va se mettre à fond. Enfin, lui est motivé pour se lancer en double à fond aussi, tout en suivant son simple. Mais voilà, c'était cool de faire les masters même en tant que remplaçant. Donc, c'est quelque Tu chose m'étonnes. qui est cool, quoi. Tu, tu peux nous partager un peu le confort et le service incroyable pour les joueurs du Masters, nous faire rêver un peu là-dessus? Ouais, bah, c'était top. Après, ce qui était sympa, c'est que moi, j'y suis allé, on était deuxième remplaçant en plus. Donc, en double, connaissant les joueurs de double qui jouent avec une cheville cassée s'il faut, on avait peu de chance de jouer, quoi. Ouais. Donc, voilà, j'y suis allé vraiment en mode, Je vais m'entraîner. ouais, et encore, c'était la fin de l'année, l'année avait été longue, j'avais quand même fait une bonne année, je voulais profiter aussi de Londres, du tournoi, d'aller manger le soir, d'aller boire des verres. Ouais. C'était un peu ma semaine, Off. tout en, tu vois, je m'entraînais, on tapait quand même, on tapait, enfin, à partir de
la semaine, on a tapé, mais parce qu'on avait les matchs par équipe en France après. Donc, voilà, il fallait quand même qu'on garde un peu notre niveau. Mais, ouais, non, après, l'hôtel, incroyable, au bord de la Tamise, le bateau qui t'amène au tournoi. T'as des buffets, je pense, avec les meilleurs restaurateurs de Londres. J'ai dû prendre 2 kilos pendant la semaine. Le soir, moi, Londres, c'est monstrueux. C'est une ville qui est super. Chaque Et team voilà. a, chaque team a un chauffeur, non? Ouais, bah après, t'as beaucoup, non, je pense pas que t'as ton chauffeur attitré, mais disons que t'as des voitures, il y a que 8 joueurs de simple et 16 joueurs de double, donc, il doit y avoir une trentaine de voitures, donc il y a une voiture tout le temps à ta disposition. Après, t'avais 2 chambres, une pour toi et une pour ton invité ou ton coach. Donc, tu vois, t'avais des super cadeaux, même en tant que remplaçant. Alors, je sais pas ce qu'ils ont eu en plus, les joueurs qui étaient dans le tableau. Après, on avait nos vestiaires avec nos photos dessus, sur le casier. Des serviettes, enfin, tu vois, des souvenirs super, des serviettes des tournois Ouais. avec nos noms dessus, tu vois, c'était cool, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui m'avait déjà, j'étais déjà venu voir les Masters avec l'ATP, je sais pas si tu as entendu parler, mais il faut, en tant que joueur ATP, tu es obligé de faire soit à Miami, soit à Londres, tu es obligé de faire un cours de l'ATP D'accord. qui te permet ils t'apprennent pendant 3 jours comment fonctionne l'ATP, comment communiquer, Tous les joueurs doivent faire ça? comment, tous les joueurs, dès que tu as été top 200 en simple et je crois que c'est top 100 en double, D'accord. ils t'invitent à faire ce cours de 3 jours. Donc, soit c'est à Miami pendant le tournoi du Master 1000 ou soit au Masters de Londres. Donc moi j'avais choisi Londres. Je me souviens que quand je l'avais fait, c'était pendant les matchs par équipe en France au mois de novembre. Et donc là, ça m'avait déjà impressionné parce que c'est justement mon pote, le Roumain Auria TKO, qui avait gagné le Masters. On était là le jour de la finale et il m'avait un peu montré, tu vois, les coulisses et l'intérieur du truc. En tant que joueur et ça m'avait vachement motivé et me dire putain c'est parce que moi j'avais réussi à faire ce cours grâce à mon classement de double à l'époque quand j'avais fait le top 100. Ouais. Donc je m'étais dit putain voilà il faut que je revienne un jour si je reviens en tant que joueur c'était un peu une motivation tu vois c'était comme un moteur de motive que je m'étais mis en donc là le fait d'y retourner j'ai pas joué mais bon même en remplaçant c'était quand même sympa donc maintenant Et tu je veux prends, clairement le faire en tant que joueur. tu prends un bon chèque en plus en tant que remplaçant. En tant que remplaçant, ouais, on est bien payé, ouais. Bah pour y être, ouais, on est payé à rien faire. Mais après, l'année d'avant, les 2 équipes étaient rentrées. Donc, D'accord. on était quand même le dernier jour. Il y en a eu un petit moment de stress parce que Nico Mahut avait eu un problème à son échauffement ou je sais pas quoi. Ouais. Les autres, ceux qui étaient devant nous, ils étaient partis. Et moi, je devais partir aussi, et on nous avait dit, attendez, ne partez pas, ça va peut-être se faire. Et donc, t'as eu parce que voilà, tu te retrouves d'une semaine où t'as quasi rien fait à peut-être jouer devant 30 000 personnes. Donc, il y a eu un petit moment où on dit, putain, pareil, on joue dans 5 minutes. C'était le dernier match possible où une équipe pouvait rentrer, quoi. Ouais. Mais Ouais, j'ai fait. finalement, Nico, c'était juste, enfin, sur le moment, il a eu peur, mais il avait été, il avait pu gagner et physiquement, il avait été bien après ce petit Ouais, incident d'échauffement. j'ai fait un épisode avec Nicolas Copin, son coach, qui m'avait expliqué qu'il avait shooté dans un. Dans un Nico, ballon de médecine, non? Un truc comme ouais, ça. un gros ballon suisse qui s'était planté dans le tapis roulant et Ouais, voilà. Ouais. le tapis de course. Et Nico s'est planté et il s'était fait un petit blocage au dos, ouais, qui est passé avec le temps. Ouais. Yes. Je Donc voulais, voilà, voilà. je voulais revenir juste avec ton association, sur ton association avec Oliver Marac. Comment, Ouais. comment tu vous êtes approchés et comment vous avez convenu de jouer ensemble? Ben en fait,
Donc moi je venais juste de rentrer dans le top 100 et je faisais encore des challengers en double. Lui il avait un peu chuté au classement, il avait dû faire quelques challengers et je l'avais joué sur un challenger, je crois que c'était à Rennes. Moi je jouais avec Skapski et lui il jouait avec Munro et on les avait battus et on avait parlé quelques minutes. Là on n'avait pas forcément parlé de jouer ensemble. Et puis à la fin de l'année, il m'écrit, il me demande, moi, bon, je jouais encore avec l'Indien pour Avraja, mais il venait de perdre son père et il savait pas trop quand il allait pouvoir reprendre parce qu'il avait pas mal de soucis avec sa famille, enfin voilà, à gérer un peu la situation familiale. Donc du coup, il m'a dit, ben vas-y, moi je sais pas quand c'est que je vais pouvoir revenir, donc toi il faut que tu joues, donc prends. Lui, il était à la 50e ou 60e place. Et en plus, il m'avait dit, lui, il est résident au Panama. Il m'a dit, mais moi, je viendrai en Floride m'entraîner avec toi pendant 2 semaines. Et comme ça, on peut apprendre à se connaître. Et il y a un bon préparateur physique là-bas que je connais, donc on pourra aussi se mettre en forme. Donc on avait fait ça pendant 2 semaines. Et voilà, et c'est quelque chose que j'ai retenu par la suite, que voilà, le fait de passer un peu de temps avec ton nouveau partenaire avant les tournois, c'était top. Et comme par hasard, on avait gagné notre premier tournoi à Chennai, Ouais. première association, et tu vois, on avait gagné des bons matchs déjà, et ça nous avait lancé un peu dans l'année, tu vois, parce qu'on avait joué toute l'année ensemble, et on avait quand même fini 11e, je crois, ou 12e à la race. Donc, tu vois, c'était pas dégueu. On n'avait pas fait grand chose en Grand Chelem, on avait fait que des deuxièmes tours, je crois. Mais on avait fait une finale à balle, on avait gagné 250, on avait fait pas mal de demi, on avait fait quelques demi en 500 aussi. Donc, on a été constant tout au long de l'année, sauf sur les grands chelems. Mais on était quand même arrivé à la 12e place. Et ça aussi, ça m'a montré que voilà, si tu te tiens avec le même partenaire et que tu as des résultats constants, ben, tu pouvais finir potentiellement dans les 8 premiers, tu vois. Vous parlez en anglais? On se parlait en anglais, ouais. Ouais. Donc, Toi, tu joues à gauche ou à droite? non, c'est là où j'ai commencé à jouer à droite. Avant, je jouais un peu plus à gauche. Ouais. Et là, avec Marac, j'ai joué à droite. Et après, là, de temps en temps, j'ai changé ces dernières années pour quelques semaines. Mais sinon, je joue le plus souvent à droite. Ouais. Ton coup le plus naturel, c'est lequel? Bah, le service. Ok. Ton record de vitesse au service, c'est quoi? Je pense 2,35, je pense. Ok. Par là, ouais. Et la volée, les enchaînements, tu les as bossés comme un boucher, tu as été là-dessus intraitable. Ouais, bah, déjà que je l'ai bossé vachement quand je jouais en simple et encore c'était mon point fort, donc j'ai essayé de bosser aussi les autres côtés. Mais là, dès que j'ai commencé à faire le double, là, je pense que les premières volées, les volées réflexes, j'en bouffe. J'ai même pris des gars ou des entraîneurs ou même des potes sparring qui m'ont accompagné sur quelques semaines pour bosser ça. Tu vois, même si mon partenaire voulait pas jouer, ou vu que je jouais souvent avec Charny qui faisait ses matchs de simple et ses entraînements de simple, moi il fallait que je bosse à côté aussi. Donc c'était bien aussi de prendre quelqu'un de temps en temps Ouais. ou pendant les heures crasses où voilà, moi je devais m'entraîner. J'avais quelqu'un qui pouvait voilà, c'était un peu ma routine où je bossais mes premières volées, mon pourcentage de la première, mes volées réflexes, les smash, des trucs comme ça, chose que tu fais ça qu'avec un coach ou un autre gars qui fait des deux, quoi. Un genre de simple voilà, qui fait un grand chelem ou qui fait des gros tournois de simple, n'a pas le temps de travailler, quoi. Et sur le service, tu as bouffé des paniers de balles? Le service, ouais, j'ai beaucoup. Quand j'étais jeune, je te disais que tout petit, c'était pas mon point fort du tout. Et après, bon, j'ai grandi, j'ai bossé un peu ma technique et c'est devenu mon point fort. Mais ouais, jeune, j'ai souvenir que les coachs Boetieri, voilà, voilà, je suis pas je suis pas le plus talentueux du fond du cours, mais voilà, j'étais grand, j'adorais servir, même si à l'époque je ne servais pas très bien, mais voilà, ça se sentait que je pouvais bien servir. Et du coup, ouais, j'ai bossé sur ça et ça a été mon arme en simple. Voilà, les jours où j'avais un peu de mal au service, où la surface était un peu plus lente, ben ça devenait tout de suite un peu plus compliqué pour moi.
Donc, Yes. ouais, non, j'ai beaucoup bossé sur ça. Ouais. Tu disais que physiquement, tu étais assidu pendant le confinement, t'as rien lâché, tu t'es entraîné, puis même encore maintenant, là. Ouais, ouais, j'ai acheté un rameur le jour où ils ont annoncé le confinement, ouais. D'accord, Et c'est bon ça. j'ai été Deux livré mois deux après. semaines. Non, ouais, non, parce qu'ils voulaient pas au début livrer. Finalement, j'ai trouvé, enfin, il y a des gars du rugby de Montpellier qui en avaient commandé aussi. C'est le Ouais, mec qui m'avait appelé pour me dire et on s'est fait livrer tous dans un centre médical parce que il livrait que dans les adresses professionnelles. Donc voilà, un jour, je suis allé chercher mon rameur que j'ai mis dans le salon et j'ai fait pas mal d'heures de rameur. Ouais. Et ça m'a bien servi parce que moi j'ai tendance à grossir, assez et à bouffer. Et j'aime bien, je bouffe quand même pas mal et le fait de me dépenser sur le rameur, ça m'a bien aidé parce que j'aurais pu prendre quelques kilos pendant ce confinement. t'as repris la raquette là, tu sens que le rameur, ça t'a gardé tonique? Ouais, ouais, franchement, ouais. Les premiers jours, j'accrochais pas trop, mais je m'y suis mis. Tu vois, il y a une appli où tu mets tes temps sur Internet et tout ça. Et franchement, j'étais pas dégueu. Je vais peut-être me mettre au rameur, à l'aviron, mais ouais, non, le fait tu vois, le fait que je puisse mettre mes temps sur Internet et me comparer aux autres et tout ça, ça m'a motivé. Il y avait rien d'autre à faire, donc du coup, le rameur, c'était mon truc de la journée, tu vois. Ouais. Et après, pour le tennis, franchement, les jambes et tout, ouais, ça m'a. Enfin, là, bah, ça fait que 3 fois que je retape, mais au niveau du souffle, ça va. Après, c'est juste un peu les déplacements où voilà, mais ça va revenir rapidement, mais je me sens bien, franchement. Ouais. Avec Jérémy, en quoi vous êtes si complémentaires en double? Bah, lui, ce qui est particulier, c'est que lui, il reste au fond, il fait pas ça isolé. Ouais. Donc, il a un énorme coup droit, donc et un très bon service. Donc, du coup, lui, il sert et il envoie des coups droits. Et Il moi, est. j'essaie de prendre pas mal de place au filet. Et après, moi, je sers très bien aussi, on a les deux des services un peu différents. Donc, enfin, c'est surtout moi, je fais ça isolé, et lui, il reste derrière. Donc, pour les retourneurs. Tu vois, ils sont pas habitués à. Souvent, c'est soit tu joues deux joueurs qui restent au fond tout le match, qui font pas ça isolé, ou soit les deux font ça isolé. Donc, au bout d'un moment, les bons retourneurs s'habituent. Alors que là, moi, je trouve qui fait notre force, c'est qu'on les deux, on a deux jeux complètement différents et puis voilà et aussi on a de grosses forces comme moi à la volée, Jérémy en coup droit, donc c'est des gros points forts que souvent un joueur de double a souvent des bonnes volées, mais bon, après du fond du cours, ils sont moins puissants que nous deux. Enfin moi, je suis assez puissant aussi des deux côtés, mais après Jérémy peut faire la différence avec son coup droit contre n'importe quelle équipe de double, donc ça c'est une grosse force. Du coup, tu m'as dit que Jérémy joue à gauche avec toi? Avec moi, ouais, il joue à gauche. Ouais. Bah, au milieu, toutes les balles au milieu, il prend son coup droit et il se décale après pour toucher son revers à part au retour. C'est compliqué. Il faut toucher une très très bonne zone parce il se décale beaucoup et il Et envoie boum. du coup droit, quoi. Ouais, voilà. Et toi, sur le retour de revers, pareil, tu le bosses, tu le bosses à balle. Ouais, après, moi, les retours, ça a toujours eu le truc que j'ai dû bosser parce que c'est là voilà, je sais pas, le fait, enfin, voilà, j'ai toujours eu plus de mal au retour. Hein. Donc, du coup, là, en double, c'est un peu plus facile Ouais. qu'en simple. J'ai un peu plus bah voilà, parce que déjà, je peux bosser le côté dont je suis habituellement et ça vient tout le temps de l'égalité. Donc, je peux plus bosser sur ça, sur ce côté. Après, je peux lober, je peux faire d'autres choses que je pouvais pas faire en simple. Donc, ouais, je me sens plus à l'aise au retour en double qu'en simple. Entre Donc, Doha, ouais, ouais. pardon. Vas-y. Entre Doha, Marseille et Estoril, les titres avec Jim, le meilleur souvenir, ça reste lequel? Bah, Doha, c'était super parce que à l'époque, je jouais toujours avec Mara qui se blesse 2 jours avant de partir.
Donc Ouais. moi, lui, il était au Panama, moi j'étais en France et j'allais partir 2 jours plus tard. Et donc lui il me dit qu'il va pas aller à Doha. Et là, vu que je suis toujours en contact avec Jérémy, même si on parle pas de tennis, donc il savait tout ce qui se passait. Il m'a dit, bah, écoute, moi j'ai personne pour le moment. Je pense on peut rentrer. Donc si tu veux, on signe et voilà. Et après on voit ce qui se passe. Et donc on a signé, on est rentré, donc on se retrouve à gagner le tournoi. Et Doha en double, c'est le tournoi qu'il faut gagner, quoi. Enfin, T'es il y en a numéro un à un la à race, gagner, hein, c'est ça? ouais, déjà, tu commences l'année, t'es numéro un. Après, c'est super, toi. Ils prennent super soin de toi. Le tournoi est top. L'hôtel est monstrueux. Et puis voilà, c'est ta première semaine d'année. Tu t'es entraîné l'hiver super dur et tu Ça commences paye. avec un trophée. T'as pas de taxes aussi, donc ça, c'est pas mal. C'est beau. Et, et ouais, non, c'est super. Mais après, finalement, tu vois, cette année, j'ai gagné Brisbane. Avec Jérémy, j'avais gagné Doha. Et avec Marc, j'ai gagné Chennai. Donc, tu vois, c'est à chaque fois les premières semaines de l'année. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui me montre que quand j'arrive bien physiquement ou, tu vois, frais mentalement, je me sens bien, tu vois, aussi. J'ai pas besoin forcément de jouer plusieurs tournois Ouais. pour me sentir prêt pour un tournoi. C'est plus dans ma préparation physique et tu vois, être bien mentalement frais et que je me sens bien rapidement. Donc ça, le début d'année, j'aime bien souvent. Et aussi, tu pars en Australie, c'est sympa. Tu m'étonnes. Euh, cette finale à, à Roland avec Jim, elle sort d'où? Est-ce que tu peux nous faire vivre ces moments? C'est peut-être tes plus gros frissons sur un terrain de tennis, non? Ouais, ouais, non, mais c'est clair que tu vois, le jour où on a gagné la demi-finale, finale, je me dis putain, ça y est quoi. Enfin, moi, c'est le rêve quoi. Je suis en finale d'un Grand Chelem, c'est Ouais, monstrueux. Bizarrement, j'étais très tendu avant la demi-finale parce que j'avais jamais joué sur le central, même pas m'entraîner, tu vois. Donc avant les Colombiens, le matin même, c'était la première fois que je rentrais sur le central en tant qu'avec, même pour m'échauffer, tu vois. Donc c'était assez impressionnant. La veille, j'avais pas très bien dormi et ça, j'étais un peu tendu. Et là, finalement, j'avais fait un très gros match. Et donc ça m'avait plutôt rassuré pour la finale. Et finalement, c'est là où les deux on s'est trouvé sur la finale. Je pense que on était très détendu avant le match et au moment de rentrer sur le terrain, quand là, justement, je sais plus, cet hiver là, j'ai regardé le match de nouveau et c'est vrai que quand tu regardes sur nos visages, on n'était pas du tout détendu, on était plutôt crispé. ouais. Alors que putain, à l'échauffement, on déconnait, on était trop contents, enfin on était excités, tu vois, et finalement ça nous a rattrapé au tout début du match quand on a vu que eux ont rapidement bien joué parce qu'ils ont quand même, bravo à eux, ils ont quand même fait un super match. Même quand je regarde le match, ils ont été très bons. Ouais. Mais avec le niveau qu'on avait joué pendant toute la quinzaine, c'est décevant parce que même avec leur niveau de la finale, si on avait joué notre niveau des autres matchs, on aurait gagné, quoi. Hmm. Bon. Donc ouais, c'est un énorme regret, mais en même temps, voilà, c'est ma première finale de Grand Chelem. C'est quelque chose que, voilà, rien que d'avoir le micro à Roland, tu vois, il y avait ma famille qui est venue exprès pour la finale du Sud-Ouest. Mes parents sont venus des États-Unis pour la finale. Quand j'y repense, enfin, tu vois, ouais, c'était super émouvant. Là, j'ai souvenir qu'après le match, j'étais déçu d'avoir perdu, mais en même temps, pour mes parents, c'était quelque chose de super à vivre aussi pour eux, pour ma famille. Donc c'est un super souvenir, même si on l'a perdu. La quinzaine en elle-même est un super souvenir, quoi. Pas trop dur de prendre le micro à la fin et de parler au milieu du central?
Ouais, non, c'était émouvant. Ouais, j'étais ému parce que bah, déjà d'avoir toute ma famille, j'avais jamais fait un match de tennis où il y avait tout le monde. Voilà, tu sais, il y a beaucoup de choses qui te reviennent en tête et en même temps, t'as 2 minutes pour dire. Et au final, tu dis rien parce que tu sais pas quoi dire. Mais tu vois, c'était un truc aussi que pendant les entraînements, les périodes frontières et ça, c'était quelque chose, je me servais. J'ai dit, putain, voilà, un jour, si tu vas faire un speech, qu'est-ce que tu vas dire? Enfin, c'était un peu la motivation de se retrouver là. Et là, je m'y retrouve et je sais même plus ce que j'ai dit. Tu vois, je me disais, ouais, tu vois, je vous remercie et tout ça. Et au final, j'ai rien dit, mais c'était plus un, une motivation de se retrouver là. Et quand je m'y suis retrouvé, ben voilà, tu es un peu pas paralysé, mais t'en reviens pas trop, quoi. Ouais. Même après, il y avait aussi la déception de la défaite qui était énorme aussi, parce que voilà, une fois que tu y es, tu veux la gagner. Et donc, c'était dur aussi d'accepter de pas avoir tu vois, on est en France, on est français, et de la gagner, ça aurait été incroyable. Même si après on a fait une fête de fou et on a passé un super moment à la soirée, on s'est couché à pas d'heure et on a fait la fête comme si on l'avait gagné, mais voilà, ouais, voilà, là j'ai le plateau de Roland dans le salon, Montre. c'est il est, il est là, il est pas très très propre. Attends. Avec un coup de polish. Ah, excellent. Ouais, C'est bon, il est ça. là. Internationaux de Et France. Boum. ouais, Génial. donc ça c'est top, tu vois. Et voilà, maintenant pour le moment c'est mon plus gros souvenir enfin mon meilleur souvenir sur un terrain de tennis. Et en plus de le faire avec un pote avec lequel j'ai grandi et on s'est retrouvé à l'âge de 9 ans pour faire tu vois, si on nous avait dit à 9 ans, ben, vous allez faire la finale de Roland ensemble. Ouais, Même incroyable. pour Jérémy, qui a vécu de gros matchs, des Coupes Davis, des gros trucs, je pense que c'est sympa pour lui d'être en finale d'un Grand Chelem et de faire ça avec moi, qu'on partage plein de choses en dehors du terrain aussi. Et donc c'était super pour tous les deux, tu vois, parce que souvent, Jérémy, il a a beaucoup d'objectifs en simple. Et tu vois, bon, quand on a gagné Marseille et Story et ça, on passe une super semaine. Mais voilà, même moi maintenant, quand je vais sur un 250, j'attends de le gagner. Enfin, j'y vais pour le gagner. Le Grand Chelem, j'y vais pour le gagner aussi. Mais voilà, et t'as quand même plus de matchs. C'est sur 2 semaines. T'as, t'as voilà, tu t'en gagnes pas t'en gagnes pas quatre par an, tu vois. Donc, Ouais. c'est un peu plus dur de le gagner. Mentalement, justement, Ouais. pour toi, c'est pas trop dur d'être avec un joueur qui se consacre pas uniquement à ça? Mais parfois, c'est dur parce que on s'entraîne jamais, tu vois, on bosse jamais nos tactiques. On les bosse que pendant le match. Ouais. Parce que lui, il fait pas d'entraînement de double, donc les sets d'entraînement et tout ça, on n'en fait jamais. Mais après, moi, je sais que c'est comme ça. Je sais que on s'entend super bien et que c'est notre force et voilà qu'on démarre mal un match ou que les automatismes sont pas là au début parce que ça fait 2, 3 semaines qu'on n'a pas joué ensemble. C'est normal. Donc ça tant que tu le sais et que tu te prends pas la tête parce que voilà il a fait un match en 3-7, il est peut-être mort. Qu'est-ce que tu te dis? Putain, j'espère qu'il va être bien après le match et tout ça. Tant que tu arrives sur le tournoi et tu dis voilà, ben, je joue avec Jérémy ou je joue avec un joueur de simple et ben voilà, il peut se faire mal, il peut être blessé, il peut être fatigué, il peut ne pas avoir envie de faire le double. Ben voilà, c'est les risques de prendre de jouer avec un joueur de simple et là là je joue avec Jérémy parce que aussi c'est mon pote et plus voilà, il y a d'autres joueurs de simple qui jouent très bien en double, mais là, c'est ce qui est sympa avec Jérémy, c'est dès que j'ai eu un bon classement aussi,
on a fait Miami et Indiana Wells, c'est les premiers Master 1000 que j'ai fait. Et on avait tout de suite bien joué, on avait tout de suite battu des bonnes équipes. On avait fait 2 fois quart. On avait perdu les 2 fois sur Pierre Hugues et Nico, qui là, c'était l'année où ils avaient tout gagné, là, tu sais, Ouais. où ils avaient super bien joué. Donc, on a tout de suite vu qu'on pouvait bien jouer, donc c'était cool. Donc, depuis, c'était en 2016, je crois. 2000, c'était l'année où je jouais avec Marac, parce qu'avec lui, je pouvais pas rentrer dans les 1000. Donc, j'ai été rentré avec Jérémy et on avait tout de suite vu qu'on pouvait battre de belles équipes. Tu vois, on avait battu Johnson Query, on avait battu Del Potro, Mayer, Oria Tecao, les Lopez, des frères, enfin Feliciano et Marc? donc là sur deux Master 1000, on a vu qu'on avait battu de grosses équipes déjà, tu vois. Ouais, ouais. Mm. Est-ce que en 2 mots, tu peux me dire ce que tu as appris au contact des partenaires suivants? Partenaires masculins pour le moment. Vraiment, à chaque fois, en 2 mots, la manière dont ils t'ont inspiré. Voilà. On va commencer avec John Esrick. Qu'est-ce qui m'a inspiré? Ouais, qu'est-ce qu'ils t'ont peut-être appris sur le cours ou tu vois que tu as pu un peu adapter à ton jeu ou ta vision ou j'en sais rien. Mais que niveau tennistique. Oui, bah oui, parce que bon, John Esrick, on sait qu'il t'a inspiré pour aller boire des margaritas au Venezuela, mais Euh... si tu devais tirer un truc de son jeu, ça serait quoi? Pas Bah facile. ouais, un truc sans jeu, bah, il a quand même, je dirais, une bonne main. Il a quand Ok. même une très belle main. Hugo Nice? Hugo Nice, bah, avec Hugo, ouais, je dirais, allez, je vais dire, bah, la rigueur, il est rigoureux, Hugo. Ok. Nestor? Nestor, c'est non, parce que Nestor, je lui parle tout le temps en ce moment. Il Tu parle sais, lui, il est français? à fond. Non, il parle pas français, mais il est à fond dans la conspiration et tout ce qui est, voilà, le Covid, ça n'existe pas. Le 9/11, c'est les États-Unis qui l'ont fait. Les tours, elles sont tombées. Enfin, on les a Ouais. fait exploser. Enfin, bon, tu vois, donc en ce moment, il me fait rire et il m'envoie des trucs. Donc Nestor, je dirais, bah, la légende. Pour moi, c'était quand je jouais à lui, c'était la légende du double. Donc voilà, j'étais trop content de jouer avec lui pour apprendre aussi du meilleur. Donc j'irais ouais une légende du double. Ton pote, l'Indien, Raja? Raja, c'est le magicien. Manarino, Adrian? Mana, Mana, je dirais le retourneur. Ok. Mais l'un des meilleurs retourneurs avec qui j'ai joué. Gonzalez, l'Argentin là, du début d'année? Gonzalez, je dirais bah, Speedy Gonzalez, quoi. Il court partout, il remet tout, il est malin, c'est une bicyclette, il est rapide, c'est un petit fourbe, quoi. Il est très malin. Marac? Marac, bah, lui, c'est l'Autrichien. Ça veut dire quoi? C'est l'humour allemand, c'est un peu, tu vois, c'est un peu froid, faut faire attention un peu à comment tu dis les choses, il faut y aller un peu avec des pincettes. Ah ouais. Ouais, enfin, on s'entend bien, mais voilà, et c'est très particulier. Enfin, on a eu quelques épisodes que j'ai jamais revécu avec d'autres partenaires, parce que c'était quand même, lui est très professionnel, très allemand, très rigoureux et il n'y avait pas trop de place parfois à la déconnade. Donc ça, c'était un peu, vu que c'était mon premier partenaire, je lui faisais des confiances, mais je me suis rendu compte que c'était pas forcément la façon dont moi j'allais être le meilleur. Donc au début, ça a très bien marché et petit à petit, je sentais que voilà, moi je voulais un peu aussi profiter et m'éclater aussi, tu vois. Donc Hmm. vu que c'était ma première année, voilà, je lui ai fait confiance. Ça, on a fait une super année. La deuxième année, voilà,
on a décidé de plus continuer parce que bah, finalement, lui, il a fini deuxième mondial quand on a arrêté. Mais en tout cas, avec moi, je sentais que sur la longueur, on allait avoir du mal. Et Jim, pour terminer? Bah, Jean, bah, c'est mon ami d'enfance, mon meilleur pote, donc c'est mon pote, quoi. Donc, ce qui est cool entre nous, c'est que je peux très mal jouer ou il peut très mal jouer. Le soir, on ira quand même parler d'autre chose et tu vois, il y a le tennis, mais dès qu'on sort du tennis, on parle plus de tennis. Donc ça, c'est ce qui fait aussi notre force parce que lui, c'est un peu sa deuxième priorité. Donc c'est son simple et donc du coup moi ça m'enlève un peu de pression. Lui, il a pas de pression, donc du coup le, le, il n'y a pas de tension entre les matchs, tu vois. Dès qu'il y a une activité à faire, on va la faire, on va manger, on va au mall, on va parler d'autres trucs. Donc, tu vois, on parle pas vraiment du match avant les 10 dernières minutes d'en rentrer sur le terrain. Et Au fait, à 40 ans, Jim, qui prend le point décisif? Vous avez euh, une règle infaillible là-dessus ou c'est en fonction du bah, match? lui, il prend quand même 80, de 70 à 80% les Noad parce que bon, c'est un meilleur retourneur. Mais il y a des fois, après, c'est au feeling aussi. Tu vois, quand je retourne, moi, c'est beaucoup le double, c'est beaucoup sur le momentum, quoi. Enfin, comment on dit, Ouais, c'est ça, le ouais, moment présent, ouais. le moment présent. Donc, si moi, lui, il y a des jours, il sent rien et toi, tu te sens bien, ben, c'est forcément. Après, il y a des fois où tu sens rien et lui il n'arrive pas à faire les balles de rec et du coup, tu vois, l'autre, il dit, tu vois, les serveurs sont un peu surpris que c'est toi qui les prennes et finalement, tu gagnes, tu finis par breaker toi, alors que t'as rien senti du match, quoi. Donc, ouais, sur ça, tu vois, c'est assez sur le moment et on ne dit pas, bah, de toute façon, c'est lui qui va la prendre. Ouais. Et ce réservoir de filles, on en parle, Fabrice, tu les sors d'où? De filles? Bah oui, les filles en double mixte, Ah ouais, ouais. dont je t'ai parlé tout à l'heure, là. Ouais, ouais, bah après, après, je t'avoue qu'il y a 80% où c'était des filles pour rentrer pour rentrer dans le tableau et dont je connaissais même pas le nom et j'avais Ah vu. En fait, d'accord. Ah, c'était pas ouais, forcément ouais, des amis, quoi. ouais, il y a que Pauline, quoi. Pauline, voilà, ça faisait plusieurs années qu'on voulait faire Roland ensemble. Euh, Après, moi, je voulais pas prendre le risque aussi de demander avec des Françaises à Roland parce que voilà, en wildcard, je sais très bien que c'est compliqué d'avoir des wildcards et je sais s'il y a des joueurs de simple ou des gros joueurs français ou françaises qui veulent jouer, ils auront priorité sur moi, même si je fais que du double. Donc, j'ai toujours essayé de faire avec mon classement, de rentrer avec mon classement et de jouer forcément avec des étrangères parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs françaises à part Mladenovic et Garcia, mais bon, qui jouent rarement le double mixte. Hmm. Donc, ouais, la chinoise, je l'ai connue 2 jours avant. Après, il y a juste Parmentier et la roumaine que je connaissais un peu, la Raluca, Raluca, ouais, qui joue que en double euh, aussi. qui joue que en double et que forcément, comme tu fais que du double et que tu vois, ça t'arrive de te croiser sur les terrains d'entraînement et donc, de 3 fois, on s'était dit, vas-y, ben, Ok, t'es bien classé en ce moment, toi aussi, tu vois, parce que le cut en double mix, quand même, c'est 60, 70, donc il faut quand même que tu sois dans le top 30, quoi, donc, d'accord. pour être sûr de rentrer, donc tu peux pas jouer non plus avec n'importe qui. Tu Donc, dois, ouais. tu dois jouer jusqu'à quel âge, Fabrice? Franchement, j'ai joué avec Nestor sur sa dernière année qui avait 46 ans. Ouais, incroyable. Donc, voilà, ouais, je voyais qu'il était quand même sur la fin, hein, mais Ah ouais, il était clairement plus lent, tout ça. ouais, 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 franchement, ouais. Dès qu'il faisait chaud, c'était plus possible. Là, D'accord. j'ai souvenir à Wimbledon, il regardait la météo, mais
toutes les demi-heures pour voir s'il allait faire chaud le lendemain, humide, parce il est assez sensible à l'humidité ou je sais pas ce qu'il a. Il est complètement, il est mort au bout d'une demi-heure dès qu'il fait un peu chaud et humide. Ouais. Donc après quand il me raconte toutes ces anecdotes, toutes ces expériences du circuit et voilà, il m'a dit qu'il par exemple il avait fait 30 fois la Rogers Cup, quoi. C'est énorme. Il a eu sa première wildcard à 16 ans et il a fini à 46 ans, 30 Incroyable. fois de suite un tournoi, c'est énorme. Donc voilà, moi c'est le physique. Tant que physiquement ça ira, là pour moi j'ai pas de gamin. Donc c'est pas une chose qui me ferait stopper. Donc vu que je sais pas ce que ça fait d'avoir des gamins et de devoir m'en occuper, et voilà. Parce T'en que veux? ouais, j'aimerais bien, mais pour le moment là, je mets la priorité sur le tennis et voilà, je sais que j'ai la chance de pouvoir faire le double et j'en profite au maximum pour essayer aussi de mettre de côté ce que je peux pendant que je joue parce que je sais que après la réalité du travail voilà, je vais devoir sûrement travailler après, donc le plus j'en mets de côté et, bon, et plus je pourrais profiter après ma carrière aussi, tu vois. Donc si je peux jouer tant que je suis à ce niveau-là dans le top 30 top 40 en double, tu en vis quand même correctement. Donc voilà, si financièrement je tiens et que physiquement ça tient la route, je vois pas d'autres raisons. Enfin, Pas de je vois pas de limite. raison pour dire. Ouais, non. Ouais. Bah après, tu vois, et lui, il avait deux filles. Même quand je vois Marak, il avait deux filles aussi. Il y a toujours moyen de ça. C'est plus ça. Après, tu vois, si tu arrives à faire venir ta femme avec tes enfants sur les tournois et que tu gagnes suffisamment ta vie pour voilà, pour pas avoir de problèmes financiers, c'est une vie monstrueuse de voyager avec ta famille, C'est génial. de faire ce que t'aimes et tout le monde est content, tu te poses pas de questions, bon, la vie dans les hôtels, je pense avec des gamins c'est un peu plus compliqué, mais tu vas être content d'être chez toi, mais si t'aimes voyager et t'aimes cette vie-là, c'est monstrueux. Moi, j'ai toujours aimé voyager, j'ai voyagé depuis que je suis tout petit. C'est voilà, c'est quand même une vie qui est incroyable. En double, tu prends plus le temps, tu penses, d'aller voir les richesses un peu dans les villes où tu te trouves par rapport au simple? Non, non, c'est pareil. Bah, sur ça, je fais comme quand je joue en simple. Voilà, t'as quand même de la tension nerveuse. Tu veux quand même être. Ouais, tu t'éparpilles pas trop. Ouais. Je m'éparpille pas trop. Après, quand ma nana elle vient, ouais, on va dans le centre-ville, on va visiter un petit peu. Après, entre joueurs, à part aller manger, on s'éparpille pas trop en ville ou quand le tournoi est fini, ouais, tu peux aller visiter un petit peu, mais non, enfin, je trouve que sur ça, il n'y a pas énormément de joueurs, à part quand tu es dans les villes, à Acapulco, trucs comme ça, où ouais, tu peux aller te baigner, tu peux aller à la plage l'après-midi, et des trucs comme ça, mais c'est rare où tu as tout sur place et tu peux t'éclater. Normalement, si tu veux faire des trucs, il faut aller en ville, il faut mettre, voilà, c'est dur d'aller jouer un match après le soir. Ouais. Voilà, Justement, quoi. tu parlais financier, tu as gagné à ce jour 1 386 171 $ de prize money. Ils sont Euh, où, ceux-là? ouais, une saison aujourd'hui sur le circuit te coûte combien en moyenne? Ben, je pense, ben, en voyage, je dirais entre 15 et 20 000. Ouais, Et après, là, il y a deux. Bah, si je prends que le tennis, voilà, au niveau du coaching et tout ça, bah, tu peux rajouter, je sais pas, allez, tu vas dire 15 semaines à une moyenne de 1500 la semaine de coaching.
Je sais Ok. pas, je suis pas très bon en maths, mais bon, t'en as pour, je pense, t'en as pour 40 000 à peu près de dépenses, quoi. Ok. Après, après, forcément, tu veux une base quelque part, donc il faut un loyer quand même à payer pour la base où tu vas être Ouais. quand t'es pas en tournoi. Donc ouais, il y a quand même des dépenses, il y a quand même des dépenses et surtout si tu veux investir dans ton tennis et t'as besoin de quelqu'un et de que quelqu'un te suive. Donc ça c'est un salaire, c'est un autre billet d'avion, donc tu rajoutes quelques semaines de ça. Donc c'est pour ça qu'en double, pour moi, pour être positif, positif en faisant les choses bien, il faut être dans le top 40 quoi. Ah ouais. Au-delà du top 40, tu perds de l'argent? Tu en gagnes pas hein, beaucoup en tout cas. Wow. Ah ouais, putain, incroyable. Après, je te parle en faisant avec un coach Ouais. et tout ça. Hein. Après, si tu vas tout seul, je pense que c'est top 60 parce qu'après, si tu rentres pas dans les Master 1000, tu rentres pas dans les 500 et tu rentres que dans les grands chelems, donc et les 250, tu vois, tu gagnes le 250, c'est en moyenne c'est 12 000 pour le gagner. Ouais. Et tu perds au premier tour, c'est à peine 1 000 euros quoi. Donc t'enlèves ça, voilà, tu t'enlèves un peu les taxes, les dépenses et tout ça, il te reste pas grand chose. Donc, et vu que t'es 60, t'en gagnes pas tous les 2 jours des 250, tu dois faire, à partir, à partir de 60, tu dois encore faire quand même des challengers, hein. Donc, en challenger, tu gagnes le challenger, tu gagnes, je sais pas, 2000, 3 000, quoi. Ouais, ouais. Et divise ouais en deux quoi ouais tu dois gagner 1500 la paire 1500 à deux enfin 1500 chacun quoi Ouais, pas donc 600. le double ouais pour moi j'ai toujours puis c'est plus ou moins divisé en trois le double tu vois le top 100 tu vois en simple c'est le top 100 en double c'est le top 30 à peu près moi je dirais D'accord. pour Ok. avoir à peu près la même Ouais. Ok. voilà, à quelque chose près, c'est à peu près ça pour moi. Aujourd'hui, tu es avec Lacoste vestimentaire et raquette, t'es avec qui? Je suis chez Babola Bah voilà. et Et- les chaussures aussi. Ouais, la- Plutôt la classe d'être chez Lacoste, non? On est bien. ouais non, c'est cool. Ouais. Bah, après, c'est avec Jérémy, c'est sympa parce que on est tous les deux, on essaie de mettre les, tu vois, on est tout le temps comme Pierre-Hugues et Nico et ils sont tout le temps à les mêmes tenues. Donc ça, c'est sympa d'avoir la même marque et de pouvoir mettre les mêmes tenues tout au long d'un tournoi. C'est quand même cool, quoi. T'es rentré chez Lacoste avec Jim ou... Ouais. Ouais, ben en fait, ben, c'était l'année où j'ai fait Miami là. Ouais. On avait fait Indiana West, on avait fait quart. Et à Miami, on était encore en quart et on joue Pierry et moi à l'époque j'avais quelques fringues Adidas que je recevais des États-Unis d'un mec que je connaissais qui était chez Adidas qui m'envoyait deux trois trucs. Et Jérémy qui me dit, mais toi t'es en contrat, Canadien? J'ai dit, bah non non j'ai rien. Et donc là, Miami est sponsorisé par Lacoste et je crois que ça s'est fait là. On avait dit ça. Enfin, Jérémy, t'allais dire putain au représentant de Lacoste, il dit putain, ça serait pas cool pour toi d'avoir 4 joueurs en Lacoste et 4 Français. Et du coup, ça avait commencé là, je crois. Et depuis, ben ouais, non, je suis super content d'être avec eux. C'est une super marque et les tenues sont top et donc c'est toujours super sympa quand tu reçois tes affaires Lacoste. Hein. Quel kiff, tu m'étonnes. Pour terminer, Fabrice, j'ai quelques questions de fin qui sont communes à toutes les interviews. Ouais. Euh, la première, c'est le plus gros regret de ta carrière. Est-ce que c'est Roland du coup ou c'est autre chose? Jusqu'à aujourd'hui en tout cas. Euh, ben Roland, c'est compliqué parce que j'avais jamais dépassé le troisième tour avant cette finale de Roland. Donc là, ouais, pour le moment, c'est mon plus gros regret, mais en même temps, c'est ma plus belle semaine. Hmm. Donc c'est tu vois, j'espère que dans 10 ans, je te dirai.
putain, ma première finale de Grand Chelem, je l'ai perdue, c'était chez moi. Ouais, j'ai des boules, mais après, j'en ai gagné d'autres, tu vois. Donc là, c'est différent. Là, pour moi, c'est la seule que j'ai fait en finale. Donc ouais, c'est un regret. Après, mon plus gros regret, je dirais, il y a eu des matchs quand je jouais en simple qui auraient pu me faire basculer, tu vois, quand j'étais bien vraiment dans mon meilleur classement de simple, qui auraient pu m'assurer, en tout cas, d'être dans les qualifs de Grand Chelem et d'être top 250 réguliers, tu vois. Donc c'était des quarts de finale en Challenger, des demi-finales. Ça c'est des matchs. Là, je peux pas te dire, mais je sais que je savais. C'est plus des passages qui voilà qui m'ont empêché de franchir ce cap pour être bien classé en simple. Après, sur un match comme ça, euh, Bon, t'es pas obligé, hein, t'as déjà bien répondu après. non, ouais, non, ouais, pour moi, c'est la finale de Roland, ouais. Bac. L'échec qui t'a le plus appris. L'échec qui m'a le plus appris, je dirais, bah, la finale de Roland, parce que j'ai quand même bossé sur, tu vois, là, j'ai quand même vu mes défauts tu vois, des petits démons qui sont revenus là sur ce match-là, qui m'ont peut-être empêché d'être à mon meilleur niveau. Donc, euh, voilà, j'ai hâte de refaire des moments comme ça pour voilà pas faire les mêmes erreurs. Donc, ouais, je dirais la finale aussi. Ouais. Pour avoir fait un épisode avec Arnaud Clément. Attends, c'était Arnaud? Je sais plus. Je crois que c'est Arnaud qui avait fait venir ses parents. Non, c'était Joe, Joe Tsonga, qui avait fait venir ses Ouais. parents à la finale de l'Open d'Australie. Toi, le fait que les tiens aient fait le déplacement de l'US, est-ce que ça t'a mis une pression particulière? Est-ce qu'avec le recul, tu le referais ou... Euh, Ouais, forcément, parce que après dans le match, j'ai aucun moment je me suis dit, tu vois, bah, quand j'étais petit, comme beaucoup de petits, je pense quand tes parents viennent, voilà, tu veux me montrer que tu joues bien et que tu veux bien faire et de ça. Donc là, c'est plus le cas maintenant. J'ai passé ce truc-là, mais c'est sûr que ils me voient rarement jouer. Donc là, et toi, ils suivent tous les matchs à travers les vidéos et tout ça, mais là de les voir. C'était plus une récompense. Là, c'est pas. Après, c'est peut-être ça aussi que je dois m'améliorer. C'est, tu vois, même quand je jouais en simple, je faisais un peu trop attention à qui regardait, qui était là et tout ça. Donc là, j'ai quand même bien géré le truc. Depuis que je joue en double, je gère bien le truc. Mais voilà, il y a toujours des petits trucs qui reviennent en toi qui t'empêchent peut-être de bien te préparer, quoi. Est-ce que toi aussi, quand il y a des meufs autour du cours, tu sers mieux? Euh, ben là, quand il y a ma meuf, ouais. Là, ça fait 8 ans que je suis avec ma nana, donc ça fait 8 ans que j'essaie de pas trop regarder. Que j'envoie des aces. Ouais. Mais non, ouais, bah après, quand t'es célibataire, c'est sûr que j'ai des souvenirs où, voilà, quand t'es en tournoi, c'est quand même le bon endroit où il faut être pour choper, Énorme. pour passer du bon temps, quoi. On a parlé de ton plus gros regret et de l'échec que tu as le plus appris. Et au contraire, quelle est ta plus grande fierté, ton plus bel accomplissement jusqu'à maintenant? Est-ce qu'on reste sur Roland? Ben non, ben finalement c'est de pas avoir lâché quoi et tu vois de pouvoir vivre du tennis, c'était ce que je voulais depuis tout petit, même tu vois si je peux vivre du tennis même après en étant coach ou en étant continuer dans le tennis, et voilà, c'est ma passion, c'est ce que j'adore, c'est ce que j'aime faire. C'est tu vois, quand je parle à mes amis avec lesquels j'ai grandi dans mon adolescence, il y en a pas beaucoup qui sont restés en tennis et qui maintenant
me suivent et sont contents pour moi et ils m'encouragent et ils me parlent de leur vie de boulot de tous les jours. C'est sûr que j'ai eu de la chance de faire ce que je fais et je regrette pas d'avoir, tu vois, j'aurais pu arrêter après le simple et voilà parce que j'étais pas, voilà, de réussir en double, il y a moins de place aussi. Enfin, il y a Ouais. quand même, il y a quand même beaucoup de joueurs qui essaient d'y arriver en double aussi, donc j'aurais pu arrêter plus tôt, mais voilà, je regrette pas d'avoir continué et d'avoir persévéré sur le circuit, quoi, parce que au final, ça a payé. Et puis même quand je m'entraîne avec des jeunes, là, je me rends compte que c'est super important de donner à fond quand tu es jeune, parce que le retour est énorme, quoi. Tu vois, quand je vois là la next gen, quand tu as 18 ans et de pouvoir vivre ce que moi je vis maintenant à 30 ans et de le vivre à 18 ans, mais enfin, c'est C'est énorme. exceptionnel. Ouais. C'est comme un joueur de foot, tu vois, tous les joueurs de foot qui a 20 ans vivent ces moments-là. Voilà, c'est pour ça aussi qu'ils sont bien payés et qu'il y en a pas beaucoup parce que c'est quand même dur il faut être chanceux et en même temps il faut bosser, donc ça vaut le coup. C'est des choses qu'il faut se rendre compte il faut se rendre compte assez jeune que ça vaut le coup d'aller courir, d'aller t'entraîner, d'aller bosser, d'être meilleur que l'autre et voilà, pour vivre cette vie-là que pas beaucoup de monde peut la faire, quoi. Quelle est l'expérience la plus incroyable de ta vie en dehors du tennis? L'expérience la plus incroyable. Moi, je te dis, j'adore le surf, donc dès que je suis à l'eau, il y a des vagues, je suis comme un ouf. Ouais, Donc la session la plus dingue que t'aies faite, c'était. J'habite à Billard, moi. après, ah ouais, t'es Ouais. à billard, ok. Après, je te dis, je suis pas bon du tout, mais tu vois, même si je vais à l'eau sans planche, avec des palmes, je suis comme un fou aussi. Tu vois, c'est plus le fait d'être, je sais pas je sais pas pourquoi ça me fait ça, mais dès que je vois l'océan et qu'il y a des vagues, j'ai envie d'y aller et de prendre des vagues, quoi. Donc, Ouais, c'est exceptionnel. Je te rejoins tellement. hmm. Donc, tu vois, à Acapulco, là, c'est incroyable. Je me lève tôt le matin et tous les matins, je vais à l'eau et c'est mon tournoi favori, rien que pour ça, quoi. Juste parce que l'hôtel est au bord de la plage et tu peux aller, bon, après, pour le surf, c'est pas enfin, apparemment, il y a d'autres spots un peu plus loin, mais ça, c'est un peu, c'est pas terrible pour surfer, mais voilà, rien que de te lever et d'avoir l'océan avec des vagues devant moi, voilà, mon rêve, c'est d'avoir une maison avec une vue sur l'océan Tu et me m'étonnes. dire, voilà, c'est pas mal, je peux y aller, je vais surfer. Après, je te dis, je suis pas un pro, mais j'adore ça, quoi. Ça ramollit pas trop pour jouer après? Ben, ça, c'est plus, voilà, si t'en fais, si tu vas à l'eau une demi-heure, 20 minutes, ça va, tu vois. C'est Ouais. plus quand tu fais voilà, ça, par contre, c'est vrai. Si tu passes toute l'après-midi à la plage, même si tu restes sur le sable, hein, je pense que c'est le soleil qui te casse en deux, quoi. Ouais. Et, après, rester dans l'eau encore plus parce que tu fais de l'effort, mais c'est sûr, c'est pas l'idéal, si tu restes 3 heures dans l'eau avant un match ou la veille d'un match. Enfin, la veille, je sais pas, mais au moins le jour même, c'est chaud, quoi. Est-ce que tu bouquines un peu? Et si oui, est-ce que tu aurais un livre à recommander aux gens qui nous écoutent? Après, moi, je suis beaucoup sur. J'aime bien tout ce qui est réel ou les biographies ou tout Ouais. ce qui est T'en aurais une à sur citer? les sportifs. Moi, j'aime bien les. Je suis pas un grand fan non plus de la lecture, mais les livres de Tyson, j'ai bien aimé. Armstrong aussi, j'ai lu It's Not About the Bike là. Ok. On retiendra celle de Euh, Tyson alors. J'ai dit ouais. un seul. Ouais. Pareil, un seul film référence. Est-ce que t'en as un? Ah, c'est un film, je dirais Forrest Gump. Ok. Très bien. Dans le classique. Le concert le plus ouf auquel t'es assisté?
Bah, quand j'étais jeune, j'étais fan de rock et j'étais allé voir System of a Down. Je sais pas si tu connais. C'est un truc de métal, ça, un peu. Ouais, ouais. En fait, Yes. j'avais mon frère. Mon frère, il était fan de Korn, System of a Down, Metallica, Marilyn Manson et ça. Et une fois, il m'avait amené à ce truc et j'avais vu System of a Down et j'adorais ce groupe et voilà. Depuis, j'écoute plus, mais à l'époque, on avait bien rigolé. C'était un bon souvenir avec mon frère. Est-ce que tu fais appel à un prépa mental sur le circuit? J'ai eu essayé, mais voilà, j'ai jamais suivi vraiment à fond pendant plus de d'un an le même programme, quoi. Après, D'accord. je me suis servi de tous les préparateurs donc j'avais eu, mais j'ai jamais suivi la même méthode. Ok. Quels Voilà. seraient les mots du Fabrice d'aujourd'hui au Fabrice qui se lançait sur le circuit pour le driver un peu, le coacher et essayer de lui faire gagner du temps? Bah, si c'est côté financier, je leur dirais, joue en double, joue tout de suite en double, quoi, parce Ouais, que mais voilà, si t'aurais trop, enfin, ça aurait été trop dur. ouais, T'es un crève-cœur. ouais, c'est vrai. C'est clair. Après, si voilà, le conseil que je lui donnerais, c'est voilà de pas de pas faire attention. Voilà, bah, je sais que tu as un budget limité quand tu es jeune, mais de pas faire le rat sur des trucs qui Comme, pas faire le rat, mais tu vois, d'investir vraiment dans ton projet à 100%, même si tu sais qu'il va plus te rester d'argent et que tu peux prendre ce coach pendant quelques mois, ben tu le fais quoi, parce que c'est important ou de tu vois de plus faire le voyage. Tu vois, tu dois aller au Kazakhstan et pour économiser 300 euros, tu fais un stop de plus, ouais, une connerie comme ça. hmm. Là, je vois que c'est quand même important. Après, tu le fais parce que sur le moment, t'as pas les moyens, mais voilà, tu as toujours un peu de réserve et tu penses tout de suite, parce que voilà, si je prends ça, mais finalement, il faut quand même arriver dans de bonnes conditions et faut penser, je pense, penser quand même enfin en fonction de tes moyens, mais penser au confort et arriver dans de bonnes conditions. Ça, c'est quelque chose qui est important, je trouve. Même si ça coûte un peu plus cher, mais d'arriver dans de bonnes conditions à un tournoi, c'est important. Quelle a été la plus grosse période de doute de ta vie? Euh, là, quand j'étais pas encore dans le top 100 en double et que je voyais mon classement de simple Dégringoler? partir, quoi. Ouais, parce que je me disais, si cette période-là, je sais pas, je me blesse ou il y a un truc ou j'arrive pas tout de suite, je reste bloqué dans les. En fait, quand tu fais des challengers en double et que tu perces pas, c'est comme si tu étais en futur, tu es en simple, quoi. Tu gagnes pas ton argent, enfin, tu gagnes pas d'argent, tu galères. C'est un peu la même vie, donc tu repars là où tu étais au tout début, quoi. Donc moi j'ai eu de la chance, ça passe tout de suite sur le circuit principal assez rapidement, donc ça c'était cool. Et alors, ça va, rassurer? Ouais, ouais, ouais. Bon. Ouais, non, là je suis content. Ouais. Je fais enfin j'ai eu de la chance de faire des bons choix et voilà. Et maintenant si je veux enfin, je me sens bien d'avoir pris cette décision. J'ai pas de remords d'avoir arrêté sur le 5, quoi. Est-ce qu'il y a une citation que t'aimes bien? Non, ça, non, je suis pas très citation. Non. Ok. Merci, Fabrice. Alors là, c'est très, très, très important. Est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes, à qui tu donnes le relais pour ce podcast Ouais, et que tu pourrais nous aider à avoir? ok. Alors, non, en français, hein. Ouais, pour le moment, on est sur du francophone, même si j'adorerais faire un épisode avec Nestor dont tu nous as parlé tout à l'heure. Moi, Nestor, c'est un très bon ami. Donc, le jour où tu te lances en anglais, tu me le dis, hein. Ah bah trop cool, super, ouais, carrément, Mm. carrément, carrément. Donc, des Français, je peux t'avoir. Jérémy. Après, je sais pas si tu es en contact avec lui. Pas encore.
Est-ce que tu penses déjà qu'il Moi, accepterait? je pense, surtout en ce moment, parce qu'il a pas grand-chose, il y a pas de tournoi, il y a rien. Si tu peux lui faire un petit Euh, WhatsApp, ça pourrait être cool, ouais. je lui proposais, ouais. Je lui dirai et je te dirai ce qu'il dit. Enfin, voilà, après, je lui demande d'avance si je peux lui filer Bien ton sûr, ouais. numéro, quoi. Son Bon, numéro. super. Tu penses à quelqu'un d'autre ou pas? Euh, Après, il faut que ce soit un joueur qui joue actuellement, non? Non, 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 Ou... non, non. Tu vois, là, on est allé assez large, hein. On fait Ouais. joueur, coach, prépa Après, moi, agent. je suis super pote avec Julien Maes. Je sais pas si c'est ça te sonne. Je connais pas. Jeune, il était dans les jeunes, il était très très bon. Et tu vois, il battait Roger et tout. Il était dans les meilleurs Français. C'est un Asiate français, je sais pas, tu vois. Et ben, c'est la génération de l'Audra, Mahu et tout ça. Donc, Ouais. Bah ouais, ça maintenant, peut être cool, ouais. il est entraîneur sur Aix. Donc, je pense que toute cette génération le connaît très bien. Même, tu vois, qu'il est venu plusieurs fois en tournoi avec moi. Et tu vois, dès qu'il y a Feliciano Lopez ou des trucs comme ça, ils le reconnaissent, parce qu'à l'époque, tu vois, c'était en moins de 16 ans, c'était le meilleur, de Ouais. loin, tu vois. Bah ouais, Donc, carrément, ouais. je Super pense idée. qu'il a tu vois, maintenant, il a un œil différent et je pense que c'est intéressant pour voir, tu vois, c'est le mec vraiment talentueux voilà, qui allait un peu sur les tournois et la clope au bec, le français un peu, tu vois. Donc, il a une belle histoire, tu vois. Donc, je pense que c'est pas mal aussi. Cool. Bah, avec plaisir. Bon, merci Ben, je lui beaucoup. dirai, ok? Merci beaucoup, Fabrice, d'avoir pris le temps d'avoir joué le jeu. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour terminer? À part de t'envoyer Roland en septembre. Ben, déjà que le circuit reparte, hein. Ouais. Et que, non, ben, moi, c'est souhaiter d'être numéro 1 mondial, voilà. Bah, boss, c'est bon ça. Putain. Bah là, on se refait un épisode direct, hein, je te signale. Ouais, Je préfère te prévenir tout de suite. carrément, ouais, c'est clair. Bon, un grand merci Bon, en tout c'est cas. Et puis, gentil. c'est Bah, tout ce qu'on te souhaite. merci. Je t'enverrai le lien avant que ça sorte. Et puis, je te tiens Ouais, au courant. ok, ça marche. Bon, c'est gentil. À bientôt. Ciao, ciao. Allez, salut, ciao, ciao. Salut.